Salut à tous, chère bande de victimes de curiosité maladive. Bienvenue à encore une fois un autre et idéalement, comme toujours, dernier épisode du balado. J'essaye d'arrêter ce seul podcast dont l'objectif du podcast, c'est d'arrêter de faire le podcast. On dit que c'est des épisodes, mais vous le savez, tout le monde, hein, vous commencez à le savoir, c'est un petit peu plus comme des traitements finalement, ou des cures peut-être de désintoxication de cette curiosité compulsive qui s'infiltre sans cesse dans notre cerveau ici et dont on essaie de se débarrasser et on fait ça ensemble dans ce safe space pour les curieux maladifs ici dans notre petit coin caché du web. Et ce safe space nous permet de partager ensemble nos symptômes et de les soulager, si on veut, à coup d'épisodes de balado, parce qu'on est tous des victimes ici involontaires du trouble obsessif, de la curiosité compulsive, ce toc au carré, comme on aime l'appeler. Et en tant que victime, j'ai été triggered en bon québécois il y a à peu près un mois et demi, je vous dirais, par un extrait de balado qui se mettait à circuler tranquillement dans mes algorithmes, bien sûr, sur le web. Et là, j'ai perdu le contrôle. Aussitôt que j'ai vu l'extrait, j'ai pas été capable de m'empêcher et mes doigts se sont mis tout de suite à taper une invitation balado à notre invité qui va être là aujourd'hui avec nous. Mais à ce moment-là, il devait partir un mois en vacances. Et donc, je me disais, honnêtement, je me disais, ah, c'est un truc. Je pense qu'il a vu le matériel, il a trouvé ça trop intense, il voulait pas, il reviendra pas un mois plus tard. Mais à ma belle et grande surprise, il y a quelques jours à peine, notre invité d'aujourd'hui m'a recontacté et il a dit, écoute, ça m'intéresse de venir et il a accepté généreusement l'invitation. Donc, je suis très heureux de ça. Mais la raison pourquoi je vous parle du mois en question, c'est qu'entre-temps, cet invité en question est devenu une star du web, si on veut, parce que l'animateur de radio et de balado, Rémi Villemur, est tombé sur le même extrait en question, bien sûr, il y a quelques jours, il y a à peu près une semaine, je crois, de son côté. Évidemment, on se le cachera pas, on est sur le web ici, on est un mois en avance du mainstream, mais quand même, on salue l'ami et le collègue, si on veut, de production médiatique, Rémi Villemur. Il fait toujours du très bon contenu, on encourage les gens à le suivre d'ailleurs. Et il est donc tombé sur l'extrait, il l'a invité, et notre invité est allé à Cube Radio, à l'émission de Rémi Villemur et de Karima Birk, il y a 2 jours à peine. Et donc, ils ont montré l'extrait. Alors moi, je vais vous montrer pour le fun l'extrait de l'extrait en quelques instants. On va partager l'écran ici. Carrément, il y a quelques jours, quelques semaines, on a parlé de multiculturalisme parce qu'il y avait un sondage qui nous avait un peu frappé, qui avait été publié. En fait, on a étudié le rapport des Canadiens Mhm. et là, en décortiquant, là, Canadiens dits racialisés, Canadiens blancs, moi, ce sont des mots qui me morifient, là, je veux dire, c'est la nouvelle façon de parler apparemment. Et on voyait que quand même, le multiculturalisme bénéficie d'un soutien majoritaire au Canada. Et on était un peu surpris parce que, il y a d'autres façons d'imaginer l'accueil des immigrants. Il y a d'autres façons d'imaginer l'intégration des gens issus de l'immigration. Mais c'était moins populaire au Québec C'était quand moins même, populaire au là. Il y Québec, mais avait quand même. 56% quand même de soutien au Québec. Ce qui était frappant, c'était la différence entre le soutien chez les gens blancs. Donc au Canada, il y a seulement 62% des blancs qui disent penser que c'est une très bonne idée le multiculturalisme versus 81% des Canadiens issus de l'immigration. Ça m'a fait penser à un extrait d'un podcast qui s'appelle Éléphant dans la pièce que j'ai vu passer il y a quelques jours. C'est un Québécois qui est issu de l'immigration, qui est né ici, mais il est issu de l'immigration, et il se prononce sur le rapport à l'immigration, la façon de s'intégrer. On écoute. Écoutez, me dire, on comprend qu'au Québec, là, c'est un monde de blancs, là. C'est le Québécois, là, c'est le Québec. Fait que toi, c'est positif que tu perds un petit peu ta Absolument. culture. Mais c'est pas que je perds ma culture. C'est que la culture que je mets de l'avant, c'est pas la culture libanaise. Si je voulais mettre de l'avant la culture libanaise, je serais au Liban, là. Je serais pas ici. C'est simple que ça. Good C'est point, actually. genre, si tu veux vivre comme un Libanais, tu vas au Liban. Tu veux vivre comme un Algérien, tu vas en Algérie. Tu veux vivre comme un Congolais, tu vas au Congo. Il s'appelle Frédéric Annan. Il est pharmacien, courtier immobilier. C'est dans son podcast Éléphant dans la pièce qu'il a tenu ces propos-là. Alors, j'ai même laissé Rémi Villemur nous le présenter, Frédéric Anna ici. Et la chose qu'il n'a pas dit, en plus d'être pharmacien et qui est courtier en immobilier aussi, qui se spécialise d'ailleurs, je pense, pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé et qui sont des travailleurs autonomes à ce niveau-là, c'est un ancien athlète aussi. Et c'est quelque chose qui nous touche ici. C'est le gars, il faisait du triple saut dans les disciplines olympiques. Et là, je me suis permis d'aller chercher un autre petit extrait. C'est dure 5 secondes à peine pour le voir dans son jeune temps.
en train de faire un triple saut ici. Alors, regardez ça, tout le monde, la performance de Frédéric Anna. Ça, c'est Boum! le bon vieux sang. Ça nous parle beaucoup ici, tout le monde. Ah, j'essaie d'arrêter, fait qu'on va l'accueillir sans plus attendre. Frédéric Anna, salut mon cher, merci beaucoup d'être là. Bienvenue à J'essaie d'arrêter. Un grand merci pour l'invitation, Gabe. Ça me fait plaisir de parler avec toi et d'avoir une belle discussion là, sur ce dont on va discuter aujourd'hui. Yes, ben merci à toi. Écoute, très cool tout ça. Ton association, en passant juste Gab, ça va en bon français québécois. Ouais, c'est Tu peux bon. prononcer comme ça. Euh, c'est ça, super intéressant en fait, l'espèce de processus qui s'est passé entre le moment où est-ce que cet extrait-là a commencé et aujourd'hui. Donc, entre-temps, d'autres personnes ont pick-up sur l'extrait et tout ça, et ça l'a fait parler beaucoup. Je dirais, il y a beaucoup de choses, en fait, il va y avoir beaucoup trop de choses pour le temps qu'on a aujourd'hui dont j'aurais voulu parler avec toi. Mais on va commencer par en apprendre un petit peu plus sur toi et un peu plus en détail là, tu sais, que ce que tu as pu faire dans la brève entrevue à Cube. Et sans non plus s'étendre sur un épisode complet à propos de ta personnalité, mais j'ai envie de commencer avec l'aspect performance et sportive, parce que toi et ta collègue, c'est un peu ça qu'on se disait avant de commencer, elle s'appelle Camille, elle est dans le domaine de la médecine, toi tu as finalement fait pharmacie, je crois. Vous êtes deux personnes qui ont parti un balado et qui sont dans la performance et qui représentent un segment de la population intéressant auquel je m'identifie aussi, les gens qui aiment produire, qui aiment travailler, qui aiment performer autant à l'école, mais que dans le sport, l'athlétisme aussi, et dans la carrière et la vie de tous les jours, j'ai l'impression. Et c'est évidemment, ça ne représente pas toutes ces sphères-là, l'ensemble de la population. Fait que c'est comme une niche, le fun, je trouve, en tant que citoyen normaux qui partent un podcast. Puis je veux encourager les gens à s'abonner puis à écouter Éléphant dans la pièce. Fait que toi, ça te vient d'où, de ton côté, l'aspect performance? Donc, peut-être lier ça, bien sûr, avec ta naissance et ton background de tes parents, en fait. Mais spécifiquement, le désir, l'étincelle de vouloir toujours achieve, comme on dit en anglais, donc accéder à mieux ou avoir de l'ambition. D'où c'est parti chez toi? C'est une super question. Tu sais, on va recommencer, mettons, des débuts. Moi, je suis né à Montréal, au Québec. Mes parents sont des immigrants libanais qui sont venus dans le début des années 90, avec rien, avec pas une scène, là. Mon père avait fait quand même des grosses études, là, a fait 8 ans d'études, a fait 4 diplômes en ingénierie. Fait que ça a pas mal commencé avec l'exemple de mon père, là, qui a eu fait 2 bacs, 2 maîtrises en génie. Donc, il est ingénieur civil et mécanique. Il a vraiment eu un parcours académique assez avancé. Ouais. Euh, Puis, dans cette perspective-là, où ils ont fui la guerre au Liban, il y avait cette pression, je pense, chez mes parents de devoir performer pour survivre. Hmm. C'est quelque chose qu'ils nous ont inculqué à un certain point. Puis pour mon père, l'académie était super importante. Et mon père avait aussi fait de l'athlétisme étant plus jeune. Il avait représenté le Liban au championnat du monde d'athlétisme. Mon père était un sprinteur de son Ouais. côté Wow. aussi. Ouais, il a déjà couru là, dans les mêmes vagues là, avec des gros sprinteurs là, comme Carl Lewis. Là. Donc, ils ont déjà couru ensemble. Là. Cool. Fait que ce mix-là de la pression où ils devaient survivre et montrer qu'ils étaient capables de subvenir à nos besoins, je pense que ça nous a inculqué certaines valeurs. Puis, ils nous ont aussi poussé là, à l'école, moi et mon frère, là, à exceller aussi. Fait Fait que que t'as un dans le frère aîné, hein, sport, je pense, de deux exactement, trois ans, frère c'est ça? aîné, exactement, Ouais. qui aujourd'hui est médecin. Fait que, OK, tu sais, aussi, ouais, c'est vrai. on a tous les deux ont été poussés par mon père parce que je pense qu'il souhaitait qu'on s'affranchisse de manière individuelle et qu'on ne repose pas sur une instance externe pour subvenir à nos besoins. Puis Ouais. en fait, la voie qu'il connaissait, c'était pas la voie nécessairement, par exemple, de l'entrepreneuriat, mais c'est la voie académique. C'est comme ça que lui il a réussi à se responsabiliser, à s'affranchir. Puis, étant donné que c'était la voie qu'il connaissait, il voulait nous l'inculquer également. Fait que c'est un peu la trajectoire que mon frère et moi, on a pris. Puis moi, j'ai pris quelques petits virages entrepreneuriaux là, par la suite. C'est pas mal comme ça que la compétition s'est installée. Et la performance aussi. Et je te dirais que mon frère et moi, on est très similaires à ce sujet-là. Que ce soit dans les sports, on a compétitionné dans la même épreuve. Fait que j'ai toujours vu mon frère comme un exemple pour moi. Il m'a aussi beaucoup challengé. Fait que ça m'a permis d'avoir à certain point une idole à regarder puis à tenter Ouais. de suivre.
Étant donné que j'étais un peu plus distrait personnellement quand j'étais plus jeune par rapport à mon frère qui avait une discipline beaucoup plus constante, là, j'étais un peu plus distrait. Puis ça m'a permis un peu de retrouver ma voie et de me recaler dans une ligne directrice vers le succès. Mais je dirais que la performance a toujours été présente dans ma vie. Et ça a même été, je te dirais, des fois maladif, là, où c'était la performance ou rien. Je peux donner des exemples un peu Ouais, ouais, plus ouais. courts, là. Mais mettons dans des parties, mettons que je joue au beer pong dans les parties, Hmm. si je perdais ma game, ça allait affecter mon mood de la soirée, là, comme Ouais, ça, ouais, comme ouais, les ouais. heures qui suivent, ça allait comme vraiment m'affecter. Fait que tu sais, ça a dépassé des limites des fois, là. Fait que tu sais, je me suis un peu plus équilibré vers quelque chose de plus sensé, là. Maintenant, quand je perds au beer pong, c'est Ça pas la va, tu ça survis. va, C'est ça. ça va, j'adore le soir. Ça ruine 1 heure ou 2, mais pas toute la soirée, mettons. Exactement, Comme c'est ça. commencer à réduire C'est ça. les impacts négatifs. Ah, C'est c'est ça. très cool. Mais c'est ça que je te disais un petit peu juste avant. En fait, je trouve ça le fun parce que c'est ça, je m'identifie quand même à des gens comme toi, à cette espèce d'intensité-là et un peu l'aspect aussi qui fait de toi, peut-être, ou en tout cas, je parle plus pour moi là-dessus, à m'amener une espèce d'éternel insatisfait où ce que, tu sais, il y a toujours façon de faire mieux, tu sais, et d'être un peu plus minutieux ou perfectionniste et puis performant et tout ça. Donc, quand tu veux performer, bien évidemment, tu te retrouves toujours où la majorité du temps, ne pas être nécessairement être le premier, fait que tu veux toujours plus. Et donc là, ça demande à faire un travail intérieur, en fait, qui est peut-être quelque chose qu'on pourra aborder aussi pour justement ne plus vivre ces souffrances-là qui sont basées sur des choses futiles finalement, mais qui affecte pour de vrai ta réalité et celle des autres autour de toi, tu sais. Parce que quand tu deviens un peu mauvais perdant ou dans un mood où est-ce que tu te sens frustré, bien évidemment, ça a un impact sur les autres. Et on n'est pas conscient de ça toujours en tant que performeur ou en tout cas que désireux d'être performateur. Et je te demanderais par rapport à tes parents, ton père, est-ce que ces 4 diplômes-là étaient faits au Liban ou ça a été poursuivi ici? Fait qu'il a fait il a fait un bac en génie mécanique au Liban. Il a fait un autre bac par la suite en génie civil aux États-Unis, à l'Université de Washington à Saint-Louis, à Saint-Louis. Puis il a fait 2 maîtrises, une à Concordia et une à McGill en même temps. Il faisait les deux en même Ok. temps, là. Fait que il allait Est-ce qu'ils ont d'un jour passé à l'autre. par les États-Unis avant de venir au Canada ou au Oui, Québec? exactement. Fait que, OK. il a fait son OK. bac au Liban, son bac aux États-Unis. Il est venu ici, il travaillait à temps plein, puis il faisait ses 2 maîtrises en même temps. Puis ton, Euh, ton- ton frère était pas né non plus. Fait que les deux sont non, arrivés non. solo ensemble, puis ils vous ont eu les deux au Québec. Même pas, ils se sont rencontrés ici, mes parents. Fait Ah, que c'est OK. vraiment. Mes deux parents sont libanais, Ah ouais. mais ils se sont rencontrés ici. Fait Dans qu'il la y avait. communauté libanaise, I guess, éventuellement, ou quelque chose Ouais, comme c'est ça. ça, à l'église, dans le temps, il y avait un party d'Halloween, puis ils se sont rencontrés comme ça. Fait que Cool, la cool, cool. rencontre s'est faite ici. Wow, party d'Halloween en plus, très drôle ça. Ah, excellent. Écoute, il y a l'extrait qu'on a vu est fascinant. Tu parles de ton point de vue en tant que personne issue de l'immigration. Donc, évidemment, toi-même, tu n'es pas un immigrant, mais tu es considéré comme première génération d'immigrants. J'ai reçu Frédéric Lacroix, chercheur ici sur l'immigration et la langue française, il y a quand même, là, c'était juste en fin 2025. Et il expliquait que techniquement, les immigrants, donc c'est les nouveaux arrivants, la première génération, la deuxième génération. À partir de la troisième génération, ils sont plus considérés comme immigrants ou non dans le cadre du gouvernement, si on veut. Donc, tout serait considéré comme immigrants de première génération. Euh, Est-ce que c'était quelque chose, cet extrait-là particulier, là, si on parle de ton émotion du moment quand tu as sorti ça, c'était quand même intéressant, ça avait l'air spontané, mais c'est-tu quelque chose que ça faisait longtemps auquel tu réfléchissais? Parce que là, toi, présentement, tu as gradué, tu es officiellement pharmacien Exactement. Je suis pharmacien, je pratique en pharmacie communautaire depuis un an depuis un an. maintenant. OK. Et je travaille comme courtier immobilier depuis 2 ans maintenant aussi. Depuis 2 ans et 2 ans, demi. c'est ça, OK, parfait. Fait que tu as tes deux branches, si on veut, professionnelles qui sont là, principales et tout. Exact. Fait que tu es vraiment sur le marché du travail. Donc, Absolument. c'est ça. Donc, c'est-tu quelque chose que ça fait longtemps à quoi tu réfléchissais? Est-ce que c'était quelque chose qui, même ça aussi, venait un peu de la référence parentale, de la façon d'aborder l'immigration, ou c'est toi qui as développé cette vision-là, si on veut, de dire non, non, mais ici, on est au Canada, on est au Québec, donc on devrait théoriquement plus faire comme les Québécois, les Canadiens. On va approfondir un peu. Mais si tu veux faire comme les Congolais, ben, c'est peut-être pas la place nécessairement pour ça. Donc, d'où ça te vient, cette philosophie-là ou ces valeurs-là? Oui, c'est intéressant comme question parce que là, tu donnais la définition de c'est quoi un immigrant selon M. Lacroix. Puis c'est drôle parce que je ne me suis pas identifié à cette définition-là.
Je me suis jamais En fait, c'est considéré. selon, je pense, mettons la définition gouvernementale fédérale, C'est je ça. pense, si je ne me C'est trompe ça. pas. Ouais. Mais quand tu as mentionné, est-ce que techniquement je tomberais dans je serais un immigrant théoriquement, selon cette définition-là, mais c'est intéressant parce que je me suis jamais identifié comme un immigrant. Excuse-moi, là, tu sais, c'est niaiseux, c'est technique, mais est-ce que c'est catégorie immigrant? Je suis pas sûr. Il y a peut-être un mot que c'est comme québécois, mettons, ou citoyen issu OK, d'immigration OK, sur trois. Peut-être c'est ça la vraie truc. Fait que là, il faudrait que je c'est vrai. retourne checker. OK. Pour pas Mais dire tu de sais, fausseté puis ça le faire reprocher, là. Mais ouais, ouais, absolument. Fait que ouais. tu sais, dans cette perspective-là, même depuis que je suis tout jeune, puis on pourrait parler de l'origine de tout ça, mais depuis que je suis tout jeune, à chaque fois que quelqu'un me dit, tu viens d'où? Je disais toujours, je suis Canadien d'origine libanaise. Je disais jamais, je suis Libanais d'origine. Pour moi, c'est super important. Et je disais, avant, j'étais très fédéraliste, là. Euh, Là, peut-être un peu moins qu'avant, OK. mais je disais toujours que j'étais Canadien en premier, puis je disais, mais mes parents sont Libanais. C'était toujours ça la phrase que je mentionnais. Puis il y en avait beaucoup, surtout, j'avais beaucoup d'amis issus de l'immigration également, puis je trouvais ça particulier que je le verbalise de cette manière-là. Mais ça a toujours été la manière que je m'identifiais. Tu sais, pour moi, je suis né ici, je, je suis allé au Liban 2 fois dans ma vie. J'ai pas les mœurs libanaises, c'est pas quelque chose avec lesquelles je suis confronté à chaque jour. Oui, mes parents parlent arabe à la maison, ils me parlent en arabe par moment également, mais je réponds toujours en français à la maison. Ah ouais, OK. Puis, spécialement, ben en fait, mes deux parents, mais spécialement mon père, euh, une des choses qui m'a inculqué et qui m'a toujours marqué, c'est qu'il m'a dit, dans la vie, tu dois devoir à personne. Tu es responsable de tout. Puis, quand tu prends ça à cœur, tu deviens responsable aussi de t'intégrer. Et de pas créer la bisbille avec autrui au niveau de la culture, etc. Tu te dois de t'intégrer. Tu es responsable de ton intégration. Tu es responsable de ne pas être une victime et de t'intégrer et de te frayer un chemin au travers de la société. Fait que je dirais, tu sais, ça a été inculqué à un certain point au niveau de mon père surtout. Mais au niveau familial aussi, je te dirais que c'est quelque chose qui, quand même, il y a un semblant au niveau de ma famille, de mes deux côtés, de mon père et de ma mère, de percevoir l'immigration comme un privilège et non pas un droit. Tu sais, on est privilégié d'être ici et c'est un privilège, on a tout ça, cette notion que ça peut se perdre parce que c'est des choses qu'on t'octroie. Ouais. Et que pour le maintenir, il faut que tu sois exemplaire dans la société. Puis c'est ça que mes parents m'ont inculqué et que mon frère et moi, je ne veux pas parler pour mon frère, mais tu sais, on essaie de montrer et de vivre quotidiennement là, dans notre pays, là. C'est vraiment cool, en fait, les points que tu apportes à ce niveau-là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, je vais dire, je suis d'accord avec ça, mais tu sais, même au niveau des valeurs, en fait, de comment, ici, en tout cas, moi, j'ai été éduqué et tout ça en tant que, tu sais, jeune Québécois, là, tu sais, de région, quand j'étais jeune, des années 80-90 et tout ça, tu sais. L'idée que ton père t'a inculquée, c'est la même chose qu'on a ici par rapport au. Je pense que c'est assez consanguin, si on veut, ou commun au Québec de nos générations. C'est l'idée de ne pas déranger quand tu arrives dans un endroit qui n'est pas le tien, une nouvelle place, tu sais. Donc, moi, je me suis toujours aussi posé ces questions-là, et puis surtout les 15 dernières années, quand l'immigration s'est transformée beaucoup en termes de quantité et de style, ou de provenance plutôt, de démographie de faire. C'est bizarre que les gens s'en vont à des endroits et puis que c'est comme, ouais, c'est à moi, tout de suite, je suis là, tu sais, puis il y a beaucoup de revendications. Alors que moi, si j'immigrais au Congo, au Japon ou au Brésil ou whatever, je serais comme, on va prendre ça tranquille pendant un bout, je vais m'intégrer, tu sais, puis j'ai beaucoup de travail à faire. Puis si, même si j'ai des enfants, tu peux être sûr que mes enfants vont savoir que c'est important qu'ils prennent leur place, là, tu sais, puis qu'on est chanceux, ils nous ont acceptés ici, fait que, tu sais, feel doux pendant, tu sais, pas feel doux négativement, là, tu sais, mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant que tes parents, en fait, t'aient transmis ça aussi, et principalement ton père à ce niveau-là. Euh, Est-ce que, parce que là, tu parlais que en discutant dans des cercles, peut-être avec d'autres personnes issues de l'immigration et tout ça, qu'il y avait des surprises quand tu t'identifiais de cette façon-là, euh, à quel point, en fait, est-ce que ça te provoquait des discussions déjà et c'est tes réflexions à toi avec d'autres personnes issues de l'immigration? T'es-tu tombé dans des débats, tu sais, de faire non, mais pourquoi tu dis que t'es Canadien en premier, tu devrais dire que t'es Libanais ou des trucs du genre, tu sais? Ouais, c'est quand même aller dans des débats. C'est pas quelque chose qui arrive très fréquemment, mais tu sais, c'est. Moi, il y a une question que j'aime poser, pas pour créer un débat, mais pour voir un peu le cœur de la personne est où.
Puis, des fois, mettons que quelqu'un, c'était une discussion avec un ami de connaissance que j'avais qui était bulgare d'origine. OK. Puis j'ai demandé, toi, tu penses, est-ce que tu te considères plus québécois canadien ou plus bulgare? Puis il m'a dit plus bulgare. Puis je lui ai dit, fait que, mettons, c'est un scénario hypothétique, mais j'aime le poser pour le fun, mais mettons que le Canada et la Bulgarie allaient en guerre, tu défends qui? Hmm. Puis sa réponse, ça avait été la Bulgarie. Euh, puis cette réponse-là m'avait quand même choqué parce qu'il avait vécu ici toute sa vie, grandi ici, avait pu fleurir comme personne ici par l'intermédiaire de tout ce dont on a accès, dont l'éducation, le système de santé, le fait qu'on a des droits, qu'il y a pas vraiment, il y a de la corruption, mais pas à un niveau où tu sais, ça affecte notre qualité de vie là, de manière significative. Mais malgré ça, là, le pays qui défendrait, c'est celui où il n'a jamais vécu, mais c'est le pays de ses ancêtres, de ses parents et grands-parents, etc. Je trouvais ça particulier. Puis, ça suscitait des débats, mais tu sais, au final, c'est juste une vision différente des choses. Puis, je n'étais pas là nécessairement pour lui faire changer d'avis, là, ou Ah ouais. changer l'avis des gens, mais ça me permettait de savoir le cœur de la personne et où. Puis, ça me donnait quand même pas mal d'informations là, sur la personne, puis sa vision des choses aussi. Non, clairement. Puis écoute, je pense pas que c'est toi qui avais dit ça. Dans la dernière semaine, j'ai écouté un podcast, je pense, un podcast américain, je me souviens même plus c'est qui. Puis les gars, ça parlait genre d'immigration. Tu sais, c'était genre sur le même sujet. Là, tu sais, j'étais un peu Ouais, là-dessus ces jours-ci. Puis il disait genre, parce qu'il y a toute la question là, tu sais, de remigration là, tu sais, présentement qui se discute en Europe, tout ça, puis dans les cercles là, tu sais, complotistes d'extrême droite, mettons ça comme ça. Les gars étaient comme, le test, ça devrait être de, pendant le mondial du soccer, pour qui tu prends. Si tu prends pour les États-Unis, c'était américain, je pense. Fait que si tu prends pour les États-Unis, peu importe d'où tu viens, c'est chill, tu peux rester. Mais si tu prends pour ton pays d'origine, c'est déportation. Ça me fait penser à ce que tu disais, genre, j'étais comme, ah, c'est très drôle, tu sais, comme idée, tu sais. Ce qui est pas faux non plus, tu sais, parce que si tu t'en vas quelque part et tout ça, mais que tu t'identifies, tu sais, on a vu des vidéos passer dans les derniers mois, j'imagine que tu as peut-être vu passer ça un petit peu aussi, là, des entrevues avec des jeunes issus d'immigration qui disent, je m'identifie comme haïtien, pas comme québécois. Tu sais, il y a de la nuance, il y en a qui disent, ouais, je m'identifie quand même comme québécois, mais il y a quand même beaucoup de ça à ce niveau-là. Fait que, dans ton parcours, en fait, tu as grandi, donc tu étais sportif, étudiant, tu as été jusqu'à l'université, et là, si j'ai bien compris, tu as tenté médecine, finalement, tu as bifurqué en pharmacie, et tu as combiné ça avec le travail en immobilier aussi pour faire une carrière à ton image, finalement. Ce qui est exact. vraiment cool, d'ailleurs, puis je te félicite pour toutes ces décisions-là que tu as prises et la carrière que tu vas mener. Euh, Est-ce que, en fait, ta place à toi par rapport au Québec, comment tu te sentais, en fait? Et je fais un peu le parallèle avec la question de la nation, tu sais, ton identification, parce que tu dis, je m'identifiais comme Canadien d'origine, avec des parents d'origine libanaise. Donc, où fitait le Québec et le Canada français, là, si on veut, du Québec historique, dans ta compréhension de ça? Peut-être même par rapport à l'histoire, tu sais, et tout. C'était-tu complètement esquivé? Parce que tu disais que tu étais un petit peu plus fédéraliste quand tu étais jeune. Donc, comment ça a évolué, ça? Ouais, je vais te donner une anecdote là-dessus. Quand j'étais plus jeune, moi j'ai d'ailleurs vécu dans l'ouest de l'île de Montréal, fait qu'il y a un milieu plus anglophone aussi. Ouais, Bien OK. que je sois allé au collège Stanislas à Outremont, qui est une école française qui suit le curriculum français de France. Dans le coin de quoi, de Vaudreuil, tout ça, ou plus ouest? Non, à Pierrefonds, à Roxborough. Ah, OK. Cool. Ouais. Ouais, c'est Fait qui est côté plus anglophone. bon. Ouais. Mais je vais donner un niveau Québec et fédéralisme. On avait eu un exposé en anglais dans notre cours d'anglais. Puis moi et un de mes amis, on avait des visions un peu opposées. Il était souverainiste, puis moi j'étais plus fédéraliste. Puis on avait fait un exposé oral où est-ce qu'on avait un petit débat pour le fun, là, tu sais. Puis à la fin, à la fin comme pour terminer sur mon argumentaire, j'avais quoté Pink Floyd qui terminait une de leurs chansons avec Together We Stand, euh, qui disait, excuse-moi, euh, ben voyons. Ah oui, Together We Stand, Divided We Fall. Pour promouvoir le fédéralisme et dire que le Québec ne devrait pas se séparer. Du point de Euh, vue canadien, tu sais, Together, le Exactement, du point de Canada. vue Ouais. canadien, exactement. Fait que, tu sais, c'était pour dire que pour moi, le souverainisme, c'était comme presque un cancer, là. Tu sais, on veut pas toucher à ça, là. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. le Plein de Canada divisions, est... tu sais.
Oui, c'est une vision. Puis c'est une vision qu'à un certain point, Ah non, j'adhère en je fait. dis, c'est de la division, en fait. Ah, Tu sais. la division. Oui, Ouais, oui, exactement. Ouais, c'est exact. Ouais. ça. C'est la division. Fait que, tu sais, le... aujourd'hui, j'en suis où? Puis avec le temps, c'est quelque chose qui a plus évolué avec moi, mais la notion culturelle j'avais pas je pense, la maturité pour la comprendre. Tu sais, c'est pas quelque chose qui, dans ma tête, était quelque chose, un enjeu super important. Pour moi, c'était vraiment axé au niveau économique, puis l'aspect culturel était un peu mis de côté. Puis avec le temps, puis quand je progresse, je vois que un peu à la même vision que les États américains, tu sais, chaque État peut être diamétralement opposé au niveau de leurs valeurs fondamentales. La Californie, puis le Texas, il n'y a pas grand-chose qui les rallie, là. Il y a des valeurs qui les rallient, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de divergences. Et le Québec, spécialement comme province au sein du Canada, est très différente du reste du Canada sur certains principes, dont la langue, là. Et avec le temps, et en regardant ce qui se passe en Europe également, notamment en lien avec l'immigration, la notion d'avoir une identité, euh, entre guillemets, nationale, ou du moins une identité qui nous rallie, est devenue de plus en plus importante pour moi, là, de manière plus individuelle. Et la notion de souverainisme est devenue je l'ai comprise un peu plus, son importance du moins. Du moins au niveau culturel. Au niveau économique, je ne me suis pas encore vraiment penché sur la question, là, fait que, tu sais, je ne pourrais pas m'embarquer là-dessus, là. Mais je peux concevoir comment c'est plus facile pour le Québec de se rallier autour d'une identité et de valeurs communes par rapport au reste du Canada. Donc, tu sais, j'ai donné l'exemple là, dans l'entrevue de Cube, où d'ailleurs j'ai fait une erreur dans l'entrevue de Cube, je vais me rectifier ici. En parlant d'un quote de Maxime Bernier, j'avais dit qu'il était allé sur le podcast de Joe Rogan. Il n'était pas allé sur le podcast de Joe Rogan, je l'avais entendu sur le podcast de Patrick Bet-David, OK. le PBD Ben, podcast. à Donc, ta défense, je pense qu'il a fait les deux. ok, j'ai pas ben, je suis allé regarder, mais de ce que j'ai vu, il n'était pas allé sur Joe Rogan, il est Ah, allé sur peut-être. OK, Alex c'est peut-être, Jones. t'as peut-être raison. Ouais. Il est allé sur Alex Jones, puis PBD. Puis PVD. l'extrait dont je Ouais, me ça se peut. rappelais, c'est sur PBD que je l'avais entendu. OK. Puis tu sais, quand on avait posé la question à Maxime Bernier, sa réponse, la première chose qu'il a dit, c'est que les Canadiens ne sont pas des Américains. Fait que un peu comme si, tu sais, mettons, je te posais la question, tu sais, pour toi, c'est quoi un Canadien? Ouais. Je sais pas, ça serait quoi ta définition, mais moi, si on me la posait, je donnerais probablement une définition, puis quelqu'un d'autre en donnerait une autre aussi, là. Alors qu'un Québécois, c'est un peu plus clair. Déjà, il y a la langue qui rallie. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui parle français. Déjà, on peut, généralement, là, tu sais, il y a Ouais. une communauté anglophone au Québec, on s'entend. Mais généralement, on peut déjà associer la grande majorité des gens à la langue qui nous unit, qui est particulière chez nous. On peut retrouver d'autres valeurs un peu plus, là. Donc, tu sais, je trouve qu'au Québec, c'est un peu plus facile là, d'avoir des valeurs communes. Facile de s'identifier de façon positive à quelque chose à la place de s'identifier par le négatif qu'on n'est pas quelque chose, donc on n'est pas les Exact, Américains en tant que exact, Canadiens. exact. Non, c'est super intéressant en fait, mais même par rapport au Canada anglais, tu sais, la question de l'immigration en tant que telle, pour moi, me fait réfléchir beaucoup à justement l'identité canadienne-anglaise dans les derniers 10 ans. Et je pense qu'il y a quand même vraiment une identité canadienne-anglaise qui est en danger de se perdre ou qui s'est peut-être même déjà perdue à sa niveau. C'est sûr qu'on n'est pas là-bas, on ne peut pas être dans toutes les provinces, puis de voir sur le terrain de quoi ça a l'air. Fait que tu analyses, puis tu es victime un peu aussi des algorithmes et puis de tout ce qui est poussé en ligne là, tu sais, pour satisfaire whatever, là, tu sais, quel marché décide de se mettre de ces trucs-là qui attisent nos émotions et tout. Fait que c'est dur de percevoir. Mais c'est intéressant en fait, mais ma question était aussi un petit peu en lien par rapport à ton identité en fait. Est-ce que tu t'identifiais comme Québécois à un certain niveau ou tu t'identifiais comme Canadien vraiment plus, tu sais? Mhm. Probablement plus canadien quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, pour moi, ils sont à un certain point interchangeables, là, tu sais. Je suis aussi fier d'être canadien que d'être québécois. Ouais. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à définir c'est quoi être un Canadien. Fait que généralement, je me dis que je suis. Ben, en fait, je dis les deux, là. Je pourrais pas dire que je dis un de plus, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile pour moi de définir c'est quoi être Canadien. OK. C'est intéressant au bout de, ça, tu sais, de cette perception-là, en fait, parce que c'est quelque chose que, juste dans le terme, tu sais, si on rentre un petit peu plus dans les sujets et tout ça tranquillement, le terme québécois, tu sais, juste ça,
C'est utilisé de plein de façons différentes, autant par les immigrants que même par les Québécois. Là, je vais faire le truc que tout le monde fait, là, dit de souche, mais on pourra parler de ça aussi un petit peu, ce terme-là. Mais donc, Québécois, tu ne renies pas ça, tu acceptes l'étiquette québécois. Est-ce que Absolument. tes parents, quand ils sont arrivés, eux, ils ont fait un processus légal d'immigration, j'imagine? Oui, Est-ce oui, ils que, sont rendus est-ce que citoyens. facilement ils se sont sentis comme Québécois, eux, de leur côté? Oui, Officiellement, oui. mettons qu'on parle en termes civiques, là, tu sais, en termes juste légal, papier, je suis Québécois, ou c'était plus on est Canadien à la maison. C'est pas quelque chose auquel j'ai parlé à mes parents. Tu sais, la discussion, mettons, d'identification au niveau québécois, canadien, c'était pas vraiment un enjeu. Le plus gros enjeu, c'était peu importe où tu es, tu essaies de t'assimiler, de t'intégrer pour respecter là où tu vas et là où tu es. Fait que dans cette perspective-là, les deux se valaient, là. C'est être québécois et canadien, les deux se valaient, mais c'est pas. Mon père ou mes parents me disaient pas t'es québécois avant d'être canadien. Tu sais, c'était pas quelque chose qui a été inculqué, là. Fait que par rapport à la démographie, tu sais, un peu, puis où est-ce que tu en es aujourd'hui suite à tes réflexions, puis ton processus d'évolution par rapport à tout ça, qu'est-ce que c'est pour toi un Québécois aujourd'hui en 2026, tu sais, Ouais. juillet 2026, Fred? De la même manière que, comme j'ai mentionné pour le Canada, ça devient de moins en moins clair. Je pense qu'il y a cette notion-là aussi au Québec, mais dans une perspective où le Québec est assez différent du reste de l'Amérique du Nord. Pour moi, un Québécois, ça parle français. Je suis conscient qu'il y a des Québec, au Québec, il y a des endroits où est-ce qu'on parle, des communautés qui ne parlent pas français, mais je pense que c'est important au Québec de parler le français parce que ça nous distingue du reste de l'Amérique, puis ça nous permet d'avoir une identité commune. La laïcité, je l'ai mentionné, comme je l'avais mentionné à Cube, la laïcité pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important et que c'est une belle façon de définir c'est quoi un Québécois. Puis de montrer que spécialement de mes origines libanaises, euh, moi pas qui a vécu, mais qui connaît les dérives que peuvent avoir la religion au niveau d'une société, la laïcité permet vraiment de donner à tout le monde les mêmes chances, peu importe tu fais quoi, t'es qui. Il n'y a pas de discrimination, là, c'est vraiment la religion qui, à un certain point, peut être de la nature du mystique, là. C'est comme, c'est une croyance tu sais, moi, je pourrais me partir d'une religion demain, là, puis je peux dire, ah, la fée Clochette, c'est elle qui a créé le monde, là. Puis, tu sais, ça pourrait devenir une religion, puis ça pourrait, à un certain point, prendre de la place si je le Ah, ça voulais. pourrait être plutôt partir d'une secte et puis devenir un culte et après ça une religion, là, tu sais, si Exactement. t'es Tu sais, persévérant. exactement. Puis, tu sais, les religions, de manière objective, de manière rationnelle, c'est perçu un peu comme ça. Il y a un côté mystique, là. Il y a des croyances qui ne sont pas vraiment calquées sur la réalité. Puis si ça vient s'ingérer dans les mœurs d'un pays ou dans la manière dont on fonctionne dans un pays, rapidement, ça peut se désintégrer la cohésion sociale et le filet social aussi. Parce qu'après, chaque personne peut revendiquer que sa manière de voir les choses est la bonne. Alors que si on est capable d'éliminer ça d'emblée, avoir quelque chose qui est vraiment calqué sur la réalité, sur le présent, ça permet d'éviter ces dérives-là qui peuvent faire en sorte qu'on n'arrive juste plus à communiquer de manière sensée là, dans la société. Puis je pense que ça peut être une des forces là, du Québec. Puis c'est une des choses, la laïcité, selon moi, ça ne peut pas se faire à moitié. Si on le fait à moitié, il y aura une idée prédominante qui va venir finalement dominer la discussion. Fait que si on l'a fait de manière forte et puissante, là. Je vais donner un exemple où, en fait, pour moi, une culture, ça doit pas se justifier, mais ça doit s'assumer. Le Québec a fait le choix de s'assumer comme laïque. C'est bien, mais il faut le faire jusqu'au bout. Euh, par exemple, les États-Unis, ils s'assument comme étant un État chrétien. C'est un État où le christianisme prône. Puis c'est ça, c'est ça qui est assumé. Fait que, par exemple, une personne qui va venir de l'extérieur, qui va aller aux États-Unis, va savoir que le catholicisme, la chrétienté est importante là-bas. Au Québec, si on fait le choix d'être laïque et qu'on le fait à moitié, ça va être facile pour quelqu'un qui vient de l'extérieur de venir dans les cracks de la laïcité et essayer de faire pousser une fleur qui va être contraire à la laïcité. Fait que je te dirais que la laïcité, il faut y aller jusqu'au bout et c'est super important et que ça fait pas mal les Québécois. Là où je vois que le Québec recule et qu'il y a un certain
euh, une identification avec le fait d'être québécois qui se perd, c'est au niveau niveau culturel, même au niveau des arts, là. Tu sais, même personnellement, je consomme pas beaucoup d'art ou de même de musique québécoise. C'est pas quelque chose que je consomme de manière régulière. Il y a certains shows qui sont québécois que j'ai beaucoup appréciés, mais c'est pas la majorité des choses que j'écoute, même au niveau de la musique, par exemple. Et la musique québécoise en soi est très américanisée aussi des fois. Fait que Mhm. j'ai du mal là-dedans de des fois me dire, OK, ça c'est du entre guillemets, un folklore ou c'est de la musique québécoise. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'ai l'impression, là, j'ai plus de mal, puis je pense qu'il faudrait essayer de trouver un certain moyen de ramener cette culture-là qui était plus traditionnelle québécoise de l'avant-plan pour qu'on puisse plus mieux le définir, en fait, là. Parce que j'ai l'impression que ça se perd, ça s'américanise beaucoup. Fait que, tu sais, j'aurais du mal à te définir aujourd'hui c'est quoi de l'art qui est purement québécois, là. Ouais, ouais. Euh, Fait que, tu sais, c'est des choses, certaines choses qui peuvent nous rallier. Euh, on parle d'ouverture aussi. Je pense que les Québécois, c'est un peuple qui est quand même ouvert aussi. Puis avoir une ouverture. Je vais t'arrêter une seconde. On va faire un switch. Ça fait déjà Ouais, 40 minutes, ça passe trop vite. ouais, Fait que garde ton point sur l'ouverture, puis on renchaîne tout de suite avec ça, c'est bon? absolument. All right. Fait qu'on est en train de jaser de qu'est-ce qu'un Québécois pour toi, idéalement. Et là, tu allais embarquer sur la question de l'ouverture. Oui, exact. Donc, fait que pour moi, le peuple québécois est quand même aussi un peuple qui est ouvert. Puis même, je dirais même avant-gardiste sur certains aspects. Puis je pense que ça découle du fait que, étant donné qu'on a toujours été un peu différent dans notre manière de faire, dans notre culture aussi, de notre histoire qui était assez particulière, on n'a pas eu peur de faire les choses un peu à notre image et à notre manière. Fait que ça fait en sorte qu'on a eu des choses qu'on a faites. Ça peut même être au niveau du système de santé, au niveau de fonctionner, qui est un peu différent des autres. Puis même au niveau de l'immigration, tu sais, on a toujours été accueillant des immigrants, et même peut-être un peu trop des fois. On a tellement voulu être ouvert et amener les gens, qui est une bonne chose au final, l'ouverture, là. Tu sais, l'ouverture sur le monde, je pense que on peut aller chercher des choses positives du monde, mais il faut que ce soit fait de manière sensée et logique. Puis, je pense que c'est une valeur qui est fondamentale aussi, qui réunit les Québécois qui sont ouverts aussi au monde, mais qui veulent aussi à un certain point se préserver là-dedans. Right, en effet. OK, écoute, tu as amené vraiment plein de choses intéressantes dans ça. Et puis, je serais curieux, en fait, parce que je veux placer, je pense, quelque chose que j'ai bien compris de toi, puis ça va peut-être informer un peu le reste de la discussion. Je pense que tu t'identifies comme relativement pas mal conservateur. Si je me trompe pas, tu disais ça dans le podcast avec ta Oui, collègue absolument. Camille, excuse-moi. Et je pense que vous mettiez une échelle de 1 à 10, mettons 10 étant le plus conservateur, puis tu t'étais mis en haut de 8. C'est-tu bien ça? Oui, exact. Exact. Est-ce que tu peux te placer en fait dans le spectre conservateur? Parce que évidemment, tu sais, il y a conservateur donc de droite économique et il y a de droite sociale ou morale à ce niveau-là qui touche souvent beaucoup plus à l'aspect justement moral, religieux et qui peut faire le pont avec ce dont tu parlais, mettons, des républicains américains ou du patriotisme même à certains niveaux. Toi, c'est où tu te situes entre ces deux-là? Ou t'es-tu 8 sur les deux? Droite économique et même ce serait quoi pour toi la droite économique si c'est le cas aussi? Ouais, comme tu l'as mentionné, on mixe toujours, ben, souvent, le conservatisme avec la religion, là, où la religion demeure quelque chose de prédominant, là. Mais je m'écarte de ça. Moi, personnellement, je suis pas. Mais j'ai été élevé Mes parents sont chrétiens maronites, là, qui est une branche du catholicisme du Liban. Mais moi, je me considère comme athée. Fait que, tu sais, je prends jamais un argument religieux pour justifier quelque chose, là. Fait que, tu sais, au niveau de la religion. Officiellement comme athée aujourd'hui, donc non Oui, croyant. exactement. OK, Exactement. OK. Exactement. Ce qui est assez rare chez les Libanais. Généralement, comme je l'ai mentionné, la religion est très présente. C'est même presque blasphémique là, d'être athée là, au Liban. Ouais, C'est ouais. pas bien, là. Mais, Ah ben, tu comme sais, ça l'était ici, si on recule avant 1968, là, tu sais, juste dans ce coin-là, là, tu sais, avant, là, tu sais. exact, exact. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que j'assume, là, puis et c'est quelque chose qui a évolué avec le temps également. Quand j'étais plus jeune, là, j'étais vraiment un fervent croyant chrétien catholique.
OK. Euh, puis, Ici même, tu étais baptisé, tu as ouais, fait ouais, ouais, je me tu rappelle étais que pratiquant, tu allais à l'église le dimanche avec tes parents ouais, ouais, quand ouais, même. exactement. Ouais. Fait que, tu sais, je me rappelle même, j'avais des débats avec mes amis qui croyaient pas en Dieu, là, puis je défendais Dieu, etc. Ah, OK. Je me OK. rappelle vivement de ça. Mais tu sais, j'ai évolué avec le temps et j'ai formé mes propres idées par la suite. Mais tu sais, pour revenir à ta question de la droite, je suis quand même dans la droite économique. On pourrait dire que tu as progressé, fait que tu as fait du progressisme vers l'athéisme. Qui sait? On va voir, on va en reparler. Fait que, tu sais, au niveau de cet aspect-là, au niveau religieux, je ne suis pas du tout dans la droite traditionnelle par rapport à ça. Pour moi, la religion ne devrait pas avoir de place dans la société, là. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez aberrant, là. Mais au niveau économique, je suis quand même pas mal de droite, là. Pour moi, le capitalisme, c'est le meilleur système qui a été créé au niveau économique. Puis c'est ce qui se rapproche le plus pour moi de la démocratie aussi. C'est vraiment une manière, pour moi, le capitalisme dans sa forme là, utopique, entre guillemets, là, bien évidemment, on peut toujours abuser d'un système, mais pour moi, c'est celui qui, lorsqu'il est abusé, cause le moins de dégâts, puis c'est ce qui permet le plus de voter, mais avec son argent. Fait que si jamais les gens décident d'acheter un produit, c'est parce qu'ils votent que ce produit est le meilleur dans cette catégorie de produits. Puis ça va faire en sorte que ben, celui qui fait mettons que, je sais pas moi, une auto, mettons que quelqu'un fait une auto, ben, si les gens achètent l'auto, c'est qu'elle fonctionne bien, puis ça offre un retour pour leur investissement, puis ils sont prêts à payer pour. Fait que moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un fasse du profit parce qu'il offre un service à la société. Fait que, tu sais, niveau économique, pas mal de droite, là, je l'ai toujours été. Puis je pense que ça revient avec je pense que c'est très lié avec mon côté performant, là. Tu sais, et de responsabilité individuelle aussi, de responsabilisation que mes parents m'ont inculqué, là. Euh, je, Même quand il y a quelque chose qui n'est pas de ma faute, je le remets toujours sur moi, puis c'est à moi de travailler plus fort pour m'en sortir. Puis de cette perspective-là, euh, quelqu'un qui travaille fort peut réussir financièrement du moins, là. Fait que, tu sais, dans cette perspective-là, je pense que c'est ça qui m'a associé, même depuis que je suis tout jeune. Tu sais, généralement, quand on est plus jeune, on tend à être un peu plus de gauche niveau économique. On tend à vouloir avoir cet élan d'empathie-là parce qu'on ne sait pas vraiment comment la vraie vie fonctionne, là, mais tu sais, on n'a pas encore travaillé, etc. Fait qu'il y a moins cette frustration-là de voir l'argent que tu as fait partir aux impôts, puis qu'au final, tu n'as pas vraiment un gros retour sur ce que tu donnes au gouvernement. Ouais, ouais. Puis, quand tu affrontes la vraie vie, à un moment, généralement, il y a un petit virage vers la droite économique. Fait que, tu sais, au niveau économique, pas mal de droite. Euh, y avait-tu d'autres aspects? Est-ce que ça répond-tu à ta question? Ouais, ouais, 100%. En fait, ben Ouais, ouais, j'étais curieux de savoir jusqu'où tu allais aller dans ton autodéfinition de droite, mais c'est super cool, en fait. Fait que si j'amène ça un peu avec ta perception en tant qu'enfant d'immigrant, qui a quand même une double réalité, si on veut, là, en termes d'ascendance, là, de ton côté, par rapport au fait que tu as des valeurs de droite comme ça au niveau économique, mais que tu es quand même au Québec, où est-ce qu'on est une place qui a quand même un environnement qui est quand même beaucoup plus socialiste que du capitalisme plus pur, si on veut, à l'américaine. Fait que comment tu vis ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te met en... T'aimerais que ça change au Québec, en fait, que ce soit plus droitisé économiquement, si on veut, libéralisé, ou l'aspect nationaliste du Québec qui tient à ses projets communs, là, tu sais, si on parle aux nationalisations de certaines choses comme Hydro-Québec et puis la gratuité, gratuité évidemment, entre guillemets, on la paye tous, mais tu sais, gratuité au niveau du système de santé, des choses comme ça, et pas pratiquement scolaire aussi. Donc, comment tu vis ça, cette perception-là, toi? c'est une bonne question. Je te dirais que oui, Parce qu'est-ce que j'aimerais tu que. en as profité d'une certaine façon, si on parle, mettons, des études, tu as étudié quand même quoi à l'université, tout ça, j'imagine que tu as les mêmes avantages que n'importe quel citoyen Tout à fait, tout ont à fait. des coûts universitaires très bas ou même avec des prêts et bourses pour supporter tout ça, là, tu sais. Oui, absolument. Puis j'en viens aussi à mes parents qui m'ont aussi beaucoup donné, là. Mes parents ont sacrifié beaucoup pour me donner un petit edge aussi dans la vie, là. Fait que je suis aussi privilégié Et- par rapport ouais, à ça. ouais. Puis dans cette perspective-là, pour moi, le, oui, pour répondre à ta question de manière brève, oui, j'aimerais que le Québec se droitise, du moins au niveau économique. Pourquoi? Parce que je pense que le, c'est quelqu'un, quand on parle de subvenir à ses besoins au-delà du minimum, pour moi, ça devient un genre de privilège.
Je pense que tout le monde devrait avoir le minimum pour survivre. Je pense que le salaire minimum est un peu là pour ça. Tu devrais avoir le minimum pour survivre, pour te loger, te nourrir, etc. Là, ça devient même de plus en plus difficile de répondre à ces besoins-là avec le salaire minimum. C'est une autre discussion complète. Mais ce que je n'aime pas au Québec, c'est qu'on on démonise les gens qui ont du succès. Camille, ma co-animatrice dans le podcast, en avait parlé, qui disait qu'elle avait honte de mentionner qu'elle était étudiante en médecine et qu'elle allait devenir médecin parce que c'est mal vu presque, parce qu'ils font de l'argent. Euh, on, avoir du succès, faire de l'argent, c'est vu comme presque une abomination, au Québec du moins. C'est pas bien vu parce que il ne devrait pas y avoir quelqu'un qui réussit plus que les autres. Il faut aplanir les richesses pour que tout le monde pour que ce soit plus redistribué. Alors que dans ma perspective à moi, quelqu'un qui réussit, mais c'est quelqu'un qui offre un service à un bon prix et que ça, au final, ça revient au consommateur. Mais peu importe le service. C'est quelqu'un qui réussit, c'est que quelqu'un paye pour ce service-là. Euh, Ça, c'est dans une perspective. Au Québec, c'est assez particulier parce que il y a le système public, là, il y a quand même un monopole du système public, notamment en santé, puis dans d'autres secteurs aussi, là. Mais pour moi, dans ma perspective à moi, celui qui. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui sont plus riches que d'autres. Au contraire, c'est quelque chose qui est souhaitable. Mais par contre, tout le monde devrait avoir les mêmes opportunités pour s'y rendre. Pour moi, c'est vraiment une question d'opportunité. Essayer de, mettons, dans les milieux plus défavorisés, d'apporter plus de ressources pour que ceux qui sont plus défavorisés ou qui ont un contexte social plus difficile aient plus de chances de réussir. Moi, je suis à 100% là-dedans. Mais essayer de mettre les bâtons dans les roues de ceux qui réussissent pour essayer de rendre ça un peu plus égalitaire et en anglais, le mot equity, là, que ce soit plus équitable. Je trouve que c'est très dommageable pour une société parce qu'on empêche nos entrepreneurs, puis ceux qui ont un drive de vouloir apporter quelque chose au Québec, on leur empêche là, Les d'atteindre. gens vont dire, rendu à 100 millions par année, mettons, là, t'en as pas besoin de plus. Fait que là, tout ce qui est en haut de ça, on pourrait prendre une grosse partie, redistribuer aux autres. T'en as déjà en masse pour te payer tout ce que tu veux et même plus. Qu'est-ce que tu dirais à cet argument-là? C'est un des arguments les plus Ouais, connus, ben c'est l'argument standards, à la QS, là, tu sais. Ouais. Euh, Pourquoi? Moi, je trouve ça fou que cet argument, c'est un argument utilisé parce que c'est l'argent de qui, ça? C'est l'argent de la personne qui l'a effectué. Puis elle l'a pas effectué en volant des gens. Elle l'a effectué en, Il peut, mettons, il peut en avoir, on s'entend. Tu sais, oui, tu oui, peux avoir des... on s'entend, mais dans un milieu où il y a des droits humains, etc., mettons que on fait une compagnie dans les règles de l'art, puis que Ouais, ouais, quelqu'un c'est ça. est super profitable, il est profitable pour une raison, c'est qu'il offre un service qui est utilisé par la population, il offre à un bon prix par rapport aux compétiteurs. Puis les gens continuent à le consommer. Fait que c'est les gens qui choisissent que cette personne-là, avec leur argent, que cette personne-là devienne riche, puis c'est lui qui a fait tous les sacrifices. Puis on veut que quand la personne ait du succès, après tous les sacrifices, redonne. Mais si jamais la personne avait fait faillite, là, c'est qui aurait ramassé? Le gouvernement n'aurait pas été partner là, avec toi dans ta faillite, là. Il t'aurait juste tout bad. Fait que, au final, les entreprises qui réussissent, ça crée des emplois, ça fait driver l'économie, ça permet au final d'avoir des produits qui vont coûter moins cher. Bon, on parle d'un capitalisme pur, là, qui vont coûter moins cher et qui vont améliorer les conditions de vie de beaucoup de personnes. Puis, c'est juste que ça se fait de manière implicite. Et la solution facile, c'est de se dire, ah, lui a fait 100 millions, on va prendre son argent pour le redistribuer parce qu'il va pas l'utiliser à bon escient. Mais généralement, les gens qui font beaucoup d'argent, ils vont le réinvestir, ils vont aussi donner. C'est aussi des choses qui se font. C'est juste que Ouais, c'est moi, ça, il y a toute la question de, tu sais, justement, les gens qui sont dans les milieux défavorisés, etc., dont tu parlais là, il y a 2 minutes à peu près, de les soutenir, de donner plus, d'être sûr qu'il y ait les opportunités possibles. Ben là, est-ce que ça viendrait du gouvernement ou si ça devrait être favorisé par la charité et des gens riches ou d'autres, même, et là, la place de la religion est-elle importante ici? Parce que souvent, historiquement, il y a beaucoup de gens avec la religion, d'institutions religieuses qui faisaient de la charité, mais ne serait-ce même que pas en argent, mais en soutien moral, en soutien de la santé même, ou donner de la nourriture, des choses comme ça. Fait que là, la place de la religion revient un peu par le biais potentiellement là-dessus, et que tu disais qu'il ne devrait pas avoir de place nécessairement ou de rôle. Fait que où est-ce que ces injections, ce support-là devrait venir d'où, selon toi? ouais, ben, je pense que il y a ce mythe-là que les gens qui font de l'argent sont pas généreux. Mais
en tout cas de mon vécu, les gens qui font de l'argent sont généralement généreux, puis ils redonnent aussi. Euh, Par la force, par l'intermédiaire des impôts, oui, mais aussi de manière, de manière volontaire aussi, de manière philanthropique aussi. Puis j'aspire éventuellement à, lorsque j'aurai fait ma carrière et que si j'ai de l'argent à disposer pour aider justement les communautés plus défavorisées, c'est quelque chose c'est un projet que j'ai à long terme là, de pouvoir redonner de cette manière-là. Euh, Puis tu parlais de la religion qui avait beaucoup de programmes sociaux. La religion, c'est un justificatif pour faire quelque chose de bien, mais on peut quand même faire quelque chose de De bien par les valeurs morales, là, tu sais, donc de de par des supporter valeurs morales, les pauvres, exactement. la Exactement. Tu sais, charité puis, sociale, là, tu sais. exact. Puis, tu sais, il y a même des programmes, je pense, gouvernementaux qui peuvent être établis pour justement augmenter cette cohésion sociale. Tu sais, ça peut être au niveau des. Tu sais, dans la jeunesse, là, faire du bénévolat, c'est pas quelque chose qui est vraiment mis de l'avant, là. Tu sais, il pourrait y avoir, je sais pas moi, des programmes gouvernementaux où à l'école, ben, il y a comme des heures de bénévolat qui sont obligatoires ou qui sont. Les parents ont un crédit d'impôt si leurs enfants font du bénévolat. Je sais pas, tu sais, ils peuvent redonner d'une certaine manière. Puis, non seulement ça va permettre à tout le monde, ben, certaines fractions de la population d'aller dans d'autres milieux qu'ils n'auraient pas nécessairement fréquentés, mais aussi de voir que de faire un don de soi, c'est aussi quelque chose qui est valorisant, puis que tu peux rapporter aussi de cette manière-là. Ouais, ouais. Donc, euh, je pense pas que c'est le rôle nécessairement de la religion. Je pense que la religion, il y avait ça donnait une justification pour faire des actes qui étaient bons. Mais je pense que ça peut se faire sans cette pression là, plus divine là, de le faire, là. Écoute, il y a tellement de choses. C'est super intéressant. En fait, j'aime je veux qu'on revienne à l'aspect de l'intégration, puis on va revenir sur l'immigration, mais je trouvais ça cool, en fait, d'étendre un peu la perspective sur tes valeurs plus de droite, puis l'aspect économique, parce que je n'étais pas certain jusqu'où allait ta pensée là-dessus. Puis ici, c'est ça que j'aime faire aussi. J'aime ça réfléchir avec la personne, puis toi, tu m'aides à réfléchir, puis en ayant tes idées, ça me fait brainstormer dans ma propre tête en même temps. Fait que merci de t'ouvrir, puis d'être super à l'aise de parler de ces choses-là. C'est super apprécié. Donc, tu sais, en fait, tu me sembles être, puis corrige-moi si je me trompe, tu me sembles être quand même dans une perspective matérialiste. Euh, As-tu un aspect spirituel qui existe malgré le fait que tu dis que tu n'es pas religieux? Tu as l'air Oui. de dire oui de ce que je vois dans ta face, mais. Ben, je te dirais que Excuse-moi, je vais définir un peu ce que je dis parce que quand je parlais d'aspect matérialiste, donc je parle donc l'athéisme, dans le sens que euh, parce que là, tu te décris pas comme agnostique, tu te décris comme athée. Donc, ça veut dire que toi, tu dis qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a une entité divine qu'on pourrait appeler Dieu, quelconque. Donc, pour tu vois que l'instant. le monde est matériel. Mais je vais même peut-être un petit peu plus loin dans l'aspect, parce que là, tu as travaillé en sciences, tu as fait tes sciences pures, tu es rentré en physio, après ça, tu as fait pharmacie et tu es un sportif à côté. Donc, même dans l'aspect scientifique des choses, pour toi, est-ce que l'aspect scientifique avise ton athéisme aussi? Et est-ce que tu le vois vraiment comme une contradiction avec la croyance ou la spiritualité? Ben oui, ben c'est pas mal ça qui avait initié mes premiers doutes sur la religion là, et sur ma croyance en Dieu, là. C'était mes cours de philo, en fait, au cégep. Puis j'avais vu un documentaire sur Netflix qui s'appelait Cosmos, qui était présenté par Neil deGrasse Tyson dans le temps. Euh, Ouais, en puis, fait, je sais pas si tu savais, mais c'était une reprise de Cosmos de 40, 30 ans avant qui avait été ah ouais, faite ok, par Carl Sagan à l'époque. ok, Donc, deGrasse ok, Tyson, ben, évidemment, ça avait été mis à jour, là, mais ouais, c'était une ouais, ancienne série qui avait été remise avec les thèmes ok, au je goût savais du pas. jour, puis deGrasse était le deuxième personne qui avait fait de Ouais. l'animation de ça, ouais. Dans les années début 2010, là, je pense. Fait que, tu sais, fait que Puis quand j'avais vu ce documentaire-là, j'avais été comme mind blown. Tu sais, c'était comme. J'étais comme, OK. mais comme on est tellement insignifiant, là, on est comme tellement rien dans cet univers. Puis il y avait ce prisme de la religion qui semblait être très centré sur la Terre, qui avait commencé un doute. Puis en avançant avec les sciences et tout, j'ai formé un peu plus mon opinion. Puis pour le moment, je dis pas que mon opinion peut pas changer dans le futur, là. Ça se peut qu'il y ait des événements qui fassent que je change d'avis éventuellement. Mais pour le moment, je me considère comme athée. Euh, Rappelle-moi ta question. Ouais, ben en fait, dans cette perspective-là, exactement ce que tu viens de résumer, c'est super, super parfait, en fait. Mais comment est-ce que tu vois y a-t-il une place, en fait, dans ta vie pour le spirituel, Oui, outre religieux? Et ouais. comment est-ce que tu le vis? Y a-tu même un lien avec ton origine, peut-être même libanaise à ce niveau-là? Ouais, je te dirais que
les gens pensent que c'est assez négatif d'être athée parce que c'est comme très, on est très fini, là, tu sais, tu vas mourir, puis that's it, c'est Tu parles terminé. au Liban, Ben, je parle en général? en général, tu OK. sais, Ah, si je... au Québec francophone, les gens sont devenus très athées quand même, là. C'est vrai, c'est Mais vrai. excuse-moi, je t'ai coupé la parole, continue, continue. Mais spécialement, mettons que je fais la comparaison avec mettons, des Libanais, leur mentionner que je serais athée, ce serait presque inconcevable ou même incomprenable, tellement que c'est ancré dans la culture. Euh, puis, et ça pourrait être un peu ouais, triste de se dire, OK, ben, c'est la fin après la mort. Mais pour moi, c'est au contraire, tu sais, ça permet de justement de vivre pleinement sa vie, là. Tu as une échéance, l'échéance s'en vient, alors que si tu sais, ça s'était prolongé après, tu sais, tu pourrais comme delay un petit peu repousser certaines choses que tu aimerais faire parce que ben, j'aurais peut-être une vie après la mort, etc. Puis, je trouve que quand tu es athée, si tu fais une bonne action, tu la fais vraiment parce que ça vient de toi. Tu ne fais pas pour assouvir une instance divine qui te dit d'être une bonne personne. Fait que ça permet vraiment de rendre de rendre la bonté, de faire des bons actes de manière intrinsèque et moins de manière extrinsèque. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus beau. En tout cas, personnellement, je trouve que Ouais, c'est ouais. plus beau et c'est plus charitable, je trouve, de le faire de cette manière que de rely sur une instance qui dit pour être une bonne personne, tu dois faire ci et que tu te dises, OK, je fais ci parce que et c'est bon, je suis une bonne personne. Et même il peut y avoir des tangentes assez risquées de penser de cette manière-là aussi, là. Fait que niveau spiritualité, je te dirais que tu sais, j'essaie de méditer, mais ben, de temps en temps, mais j'ai pas cette notion spirituelle-là. J'essaie vraiment de rester le plus possible dans le moment présent, bien que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, étant de nature performante, là. Je veux toujours avancer, mais j'essaie le plus possible de vivre le moment présent, de vivre entouré des gens que j'aime, de ma famille, de mes amis. Pour moi, c'est un peu ça ma religion, entre guillemets, là. Tu sais, c'est vraiment de profiter du plus que je peux des moments présents avec les gens que j'aime, là. Ouais, ben tu sais, beaucoup de gens pourraient dire de différentes façons ou métaphores que ce soit que vivre dans le moment présent, c'est un peu ça l'objectif de la spiritualité, que ce soit par le religieux ou par le chemin intérieur d'une autre façon, un peu comme tu peux peut-être le faire à ta façon, parce que dans le fond, tu essaies de connecter avec le divin, puis le moment présent, c'est tout ce qu'on a en bout de ligne. Fait que est-ce que c'est ça finalement, la divinité, qui raccorde les gens avec quelque chose de plus grand qu'eux? C'est une question dont on peut parler en long et en large. Fait que peut-être, juste pour le fun, ouvrons une parenthèse sur le Liban. Parce que là, bon, ton père chrétien, ta mère était-tu chrétienne aussi? Également. Également. Mais le paysage religieux libanais, c'est quoi, mettons, de tes parents? Eux autres, ils étaient chrétiens très pratiquants, de ce que j'ai compris. Mais dans quel paysage ça s'inscrit? Très rapidement, là, évidemment, là, Oui, oui. par rapport à la région et aux religions internes. Et y a-t-il différents groupes ethnico-religieux à l'intérieur du Liban? Ouais, fait que la démographie a changé dans le temps. Il y avait, lorsque les Français sont, parce que c'était une colonie française avant le Liban, une fois qu'ils sont partis, il y avait une majorité de chrétiens dans le pays. Je te dirais peut-être 65% du pays était chrétien, et le reste était musulman en majorité. Il y a d'autres fractions également. Il y a les Druzes qui sont pas mal seulement présents dans la région, qui est une religion un peu plus je dirais pas ésotérique, mais c'est un mix de plusieurs religions, là. C'est pas très clair, puis c'est très sectaire aussi, là. Il y avait quelques juifs, mais très peu, là, qui étaient présents également au Liban. Mais sinon, c'était des musulmans sunnites et chiites qui étaient présents, donc deux branches de l'islam. À peu près Et les à chrétiens. 30-40%, puis 60% et plus de chrétiens. Exactement, c'est OK. ça. Et quelqu'un qui écoute à l'audio, qui a aucune idée c'est où le Liban, c'est à côté de quel pays, mettons, là, tu le mets rapidement, Ouais, fait Jonathan. que, il y a la mer Méditerranée, donc qui va couvrir l'Europe, puis qui va se rendre jusqu'à la Turquie. Puis aussi, on descend un petit peu au niveau du Moyen-Orient, sur la partie là, est de la mer Méditerranée. On va retrouver le Liban, là, qui va être au nord de l'Israël, là, qu'on va le retrouver. Puis il y a la Syrie qui englobe le Liban. Dans Euh, un endroit sans aucun conflit, historiquement parlant, bien sûr. La exact. région la plus pacifique de l'histoire de Absolument. l'humanité. Absolument. Fait que, tu sais, mais ça, c'était la démographie initiale. La OK. démographie aujourd'hui a changé. Aujourd'hui, il y a une majorité de musulmans au Liban. Je te dirais que c'est du 55 à 60% musulmans aujourd'hui et 40% chrétiens.
Hmm. Par contre, dans le monde, il y a eu beaucoup d'immigration libanaise à l'extérieur du monde. Il y a plus de chrétiens que de musulmans actuellement. Libanais Libanais, dans le exactement. monde. Exactement. Et donc, ça veut dire que c'est les chrétiens qui ont quitté majoritairement le Liban? Ils ont, en proportion, oui. Entre autres, puis il y a Est-ce que aussi c'est en lien avec l'accélération de l'islam au Liban, selon toi? oui, Ouais. oui, Est-ce qu'il y aussi. a des Puis, conflits, en fait, entre ces deux régions-là au Liban? Parce que à beaucoup d'autres endroits où est-ce que les deux religions coexistent, entre guillemets, c'est problématique, là, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Au Liban, oui, absolument. Fait que, tu sais, c'était le problème qui a initié la guerre civile, entre autres. Fait que dans les années 70, étant donné que la démographie avait changé avec ce qu'il y avait initialement, je l'avais mentionné là, sur Cube, donc au Liban, le président doit être chrétien maronite, le premier ministre doit être sunnite, donc musulman sunnite, et le président de l'Assemblée doit être un musulman chiite. Ça, c'est obligatoire. On peut pas dans la délimiter. constitution, whatever, du Liban. Exactement. Donc, C'est ça veut dire ça. que c'est toujours une religion particulière pour ces trois postes-là. Exactement. Que ce C'est soit ça. jamais la même religion, ça va toujours être scindé. OK. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, étant donné que la démographie avait changé avec le temps, il y avait beaucoup de fractions, notamment musulmanes, qui se retrouvaient moins représentées parce ils étaient devenus majoritaires dans le pays. Puis ils disaient, mais pourquoi est-ce que le président devrait être chrétien? Puis ça avait déjà commencé à créer une certaine friction. Puis dans les années 70, il y a eu beaucoup de réfugiés palestiniens qui sont venus au Liban. OK. Euh, 1 million de réfugiés palestiniens. Wow, quand Au même. Liban, ils étaient 3 millions 5, 3 millions et demi. Fait que la démographie a beaucoup changé. Puis les Palestiniens ont décidé de foutre un petit peu le chaos à l'intérieur du Liban et de se rebeller, entre autres, et de s'associer là, pour euh, renverser le gouvernement, entre autres, là, avec le PLO, donc le Palestine Liberation Organization. On entend. Et donc, il y a eu des genres d'alliances entre certaines fractions musulmanes contre les chrétiens, entre autres. Fait que ça avait déclenché une guerre civile qui était assez intense et sanglante, là, qui a d'ailleurs initié l'exil de mes parents là, De tes parents? Ouais, c'est du ça. pays, exactement, et de plusieurs autres Libanais aussi. Euh, et c'est une source de conflit encore aujourd'hui, là, tu sais, la religion dans la région, des chrétiens, il en reste pas mal juste au Liban dans la région. Sinon, il y a plus de juifs au Liban, ils étaient tous persécutés, ils étaient très persécutés, là, spécialement les juifs. Quand tu dis Euh, la région, c'est Orient. T'inclus pas, mettons, quand tu dis la région, est-ce que tu inclus le Méditerranée, le nord africain et tout ça, ou c'est vraiment aussi, il y a plus vraiment de chrétiens. Il y en a, il y a les encore Coptes en il y a Égypte et les Coptes en puis Égypte, c'est ça, ils mais résistent, mais ils à part s'effritent, les là. Ouais, Coptes, c'est ça. il n'y en a plus vraiment. Ouais. Les Juifs, tu sais, il y a Israël où est-ce qu'il y en a, il y en a un petit peu au Maroc encore, très peu en Algérie, là. Mais je te dirais que c'est pas mal juste là qu'il y en a. OK. Fait que sinon, le reste, c'est des factions musulmanes là, qui sont autour. Puis c'est source de conflit, puis ça a toujours été source de conflit, et même au niveau euh, culturel, là, c'est comme il y a ce dédain d'autrui, d'une autre religion aussi, là. C'est peut-être un peu pour ça que j'ai un peu ce dégoût. Des deux côtés, ou tu Des deux sens. côtés. Des deux Ouais. côtés. Des deux Les côtés. chrétiens aussi ne sont pas capables de sentir les musulmans, puis les musulmans sont pas capables de sentir les chrétiens. En général. En général. Bien évidemment, il y en a qui chillent ensemble, là, puis Oui, on le oui, voit. évidemment, là, on Mais généralise tu parce sais, qu'on peut pas faire. dans l'atmosphère libanaise, dans l'atmosphère culturelle, il y a un peu cette confrontation qui existe, là. Hmm. Toujours d'ailleurs. J'en doute pas, évidemment. Donc, ramenons ça au Québec, tout ça, ce bagage-là, en fait. Ton œil, en fait, d'observateur de fils d'immigrants, qui a les valeurs dont on a parlé depuis le début, comment est-ce que tu perçois, en fait, et est-ce que tu as vu de tes yeux vus, toi, est-ce que tu constates, en fait, l'état de l'immigration au Québec depuis ta jeunesse? Est-ce que tu as vu une transformation et comment ça informe, en fait, selon toi, la société québécoise, l'immigration? Et parce que ça c'est quelque chose, moi en fait, je t'ai dit avant qu'on commence, ça fait depuis 2016 sur les podcasts, je parle pas vraiment de ma vie, de mes trucs, j'aime ça parler des invités, des idées, beaucoup de ça, mais dans les deux derniers épisodes, c'était deux autres personnes issues de l'immigration, fait que c'est comme le troisième de suite que je vais faire, c'est comme un petit sprint à ce niveau-là. Puis j'ai partagé quelque chose, en fait, peut-être que je peux dire très rapidement, juste pour toi, c'est que
Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, en fait, Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc des années 80, tu sais, j'étais un Gen Y. On est un peu les derniers avant qui il n'y avait pas d'Internet. Tu sais, quand j'étais bébé enfant, il n'y avait pas d'ordi. Tu sais, moi, je suis dans les premiers qui ont eu un ordinateur à la maison, tu sais, puis Internet est arrivé, j'avais comme 11 12 ans, là, tu sais. Fait que ma jeunesse était dehors avec le bicycle, avec les ballons, là, tu sais, dans le monde analogue, si on veut. Mais aussi l'expérience de gens, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes Québécois et Québécoises jusqu'à mon âge adulte aujourd'hui, on vit dans un univers blanc, là, tu sais. C'est blanc, c'est l'univers relent du Canada français. Donc, avant qu'on devienne les Québécois, tu sais, la transformation de la Révolution tranquille, il n'y a pas d'immigration. Tu peux arrondir ça à zéro en région, au Québec. Et même dans la capitale de Québec, il y en a très peu. Et il n'y a aucune visibilité, en fait. Donc, les immigrants qu'on voit, quand tu le sais, c'est parce que tu sais qu'ils sont asiatiques. Puis souvent, ils ont mergé, même génétiquement, parce qu'ils sont mariés ou ils ont épousé et tout ça avec les années. Tu as une communauté haïtienne qui est plus forte à Montréal, puis il y en a un petit peu partout, mais c'est très faible, tu sais. Donc, il n'y a aucun contact avec la diversité, là, si on veut qu'on appelle à ce niveau-là, de la part de la majorité qu'on pourrait appeler les Québécois de souche. Puis je veux qu'on reparle du terme aussi de souche juste après. Et l'islam, donc l'aspect visuel présent dont on entend parler depuis 2010, 2005, 2010 avec accommodement raisonnable, laïcité et puis symbole public ostentatoire et tout ça, n'existe pas vraiment non plus. Tu sais. Donc ça, moi, en tant qu'expérience de Québécois, là, tu sais, j'ai vu la transformation à ce niveau-là. Et c'est sûr que ça te fait changer ta relation avec la nation en tant que peuple et population. Tu sais, tu dis, ah, OK, pour le meilleur, pour le pire, c'est plus la même nation que v'là 35 ans, mettons, là, tu sais. Donc, fait que c'est sûr que moi, ça me fait réfléchir à plein de choses. J'ai mes opinions là-dessus, tout ça, mais de ton point de vue à toi, ta jeunesse, grandir, qu'est-ce que tu as observé par rapport à ça et comment tu constates en fait le résultat ou la démographie du Québec de ton point de vue? Ouais, niveau visuel, tu sais, je te dirais pas que moi j'ai perçu un si gros changement, du moins à Montréal, là, tu sais, C'est ça. personnellement, à Montréal, moi, j'ai pas vu de gros changements. Tu sais, ça a toujours été assez multiculturel, là. On avait de tout dans. Fait que, tu sais, j'ai pas perçu un penchant qui s'est vraiment exacerbé. Puis, tu sais, je vis dans des secteurs où je suis pas nécessairement en contact très fréquent avec certaines fractions des Montréalais qui sont d'une certaine origine non plus. Fait que, tu sais, je pourrais pas vraiment me prononcer sur le sujet. Euh, Est-ce que, moi, de ce que l'expérience que je perçois, c'est ce que je lis un peu plus au niveau de qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, dans les écoles ou ce qui peut se passer au niveau politique en lien avec la loi 21, le pushback là, qu'il peut y avoir en lien avec ça. Ça, je peux le percevoir et je peux percevoir que ça devient de plus en plus agressif aussi, le pushback en lien avec, par exemple, la laïcité. Fait que ça, je le perçois par contre, puis en ligne aussi, je le perçois. Ça se peut que ce soit un peu biaisé aussi parce que c'est souvent une minorité de personnes qui vont être très inflammatoires, là. Mais je pourrais pas te dire que moi, ça m'affecte à mon quotidien, là, du moins pour le moment. Mais je peux voir que mettons en Europe, c'est un peu plus. Moi, ma femme est française, là, donc de temps en temps, je vais dans la région. Fait que, tu sais, je vois. J'ai vu dans les dernières années les changements démographiques, du moins en Europe, en France, là, juste, mettons, quand j'étais allé à la COVID, puis maintenant, il y a eu des gros changements, puis même la famille de ma femme aussi le remarque aussi, là. OK? Fait que tu n'as pas constaté ça dans ta vie ici au Québec, à Montréal, dans ta perception des choses visuellement, mais en France, tu l'as vu parce que tu as fait quelques voyages et tu as vu un changement là-bas. OK? Exact. Intéressant ça. Puis c'est drôle que tu amènes ça. Ben, c'est pas drôle, mais c'est juste normal que tu amènes ça, tu sais, parce que même des Québécois blancs, là, tu sais, originels, là, historiques, là, tu sais, majoritaires, de Montréal, ont pas la même expérience de vie. Même quelqu'un qui a 35 à 50 ans aujourd'hui, qui a grandi dans les années 75, 80, 90, ils ont grandi déjà avec une vie pleine de diversité à Montréal, tu sais.
Fait que ça, c'était sur l'île, mais ils ont été repoussés du côté de l'Est beaucoup, donc à l'Est de Saint-Laurent, là, tu sais, avec les années puis les décennies, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Donc, les gens qui étaient dans l'Est de l'île, puis là, ça aussi, ça s'est transformé avec le temps. Eux autres avaient déjà une autre expérience que toute la gang autour du Québec de région, le Québec de fond, là, si on veut, là, tu sais, du lac Saint-Jean à l'Abitibi, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Québec, à Gaspésie et Tadoussac, et puis toute la Côte-Nord, évidemment, puis les réserves des Premières Nations et tout ça. Fait que c'est intéressant que tu n'aies pas perçu ça en tant que tel. Donc, est-ce que pour toi, l'aspect. Donc, comment tu vois en fait l'aspect démographique par rapport à tes valeurs? Parce que j'essaie de faire le lien avec ça par rapport à ce que tu disais justement dans l'extrait. J'essaie de réconcilier en fait le fait que tu dis que tu n'as pas perçu ça dans ta vie en termes de changement démographique visiblement dans tes expériences, mais tu disais quand même un message assez fort de dire si tu veux vivre comme un Congolais, va au Congo, vivre comme un Libanais, va au Liban. Donc, d'où ça te venait en fait ça si c'était pas de cette expérience-là dont on parlait il y a quelques secondes? Ouais, parce que, étant donné mes origines libanaises, je suis conscient des risques associés. Puis en Europe, je te dirais que ça s'enligne à être un peu trop tard, là, tu sais. Puis au Québec, on n'est pas encore rendu à ce niveau-là, mais je voulais quand même sonner l'alarme un petit peu à l'avance pour pas qu'on se retrouve dans une situation comme en Europe, là, où il y a des endroits qui sont comme tu y vas et tu n'as même pas l'impression que tu es en France, là. Tu sais, ça pour moi, c'est dommageable. Puis dans une perspective, encore une fois, au Québec, je vois qu'il y a une certaine dissolution de la culture, notamment dans les arts, par exemple. Mais ça pourrait se faire avec la langue aussi. Là, on voit que le français recule un petit peu aussi. Et là, la laïcité, il y a un gros pushback là-dessus sur la loi 21 aussi. Là. C'est comme il y a une fraction, notamment immigrante, qui est contre ça. Puis moi, je trouve ça vraiment particulier. Bien que moi, ça m'affecte pas de manière significative au day-to-day. Je vois les signes déjà commencer à s'installer. Puis, parce que j'ai vu la division au Liban et parce qu'on pourrait se dire au Liban, c'est un peuple qui est très multiculturel, là, qui est Oui, diversifié. oui, 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 Il y a de la diversité. S'il y a un endroit où il y a de la diversité, c'est le Liban. Par absolument. contre, c'est une preuve que la diversité, pour la diversité, ne fonctionne pas. Ça ne veut rien dire, la diversité. Le multiculturalisme ne veut rien dire. Il y a un bon quote que j'aime beaucoup de Thomas Sowell, économiste, qui dit, il n'y a pas de solution, il n'y a que des compromis. Oui. Quand quelqu'un vient ici, il n'y aura pas de solution, il y aura des compromis, puis tu vas devoir faire un compromis. Maintenant, je prends l'exemple de mes parents. Si tu viens ici, tu vas faire des compromis. Il y aura un compromis que tu vas devoir faire, puis c'est à toi, ça va être à toi de décider le compromis que tu vas faire pour t'intégrer ou pas. Généralement, quand quelqu'un va fuir un endroit, c'est pour avoir de meilleurs horizons. Ça peut être sur le point de vue économique, mais généralement, c'est surtout sur le point de vue économique au niveau de la stabilité là, sociale. Si jamais c'est ça que tu veux, qui est important pour toi, c'est vraiment d'avoir des meilleurs horizons économiques et financiers pour tes enfants, ça va généralement venir avec un compromis au niveau de ta culture. Ça fait partie du deal. Si dans ton calcul à toi, c'est ça l'important, quand tu vas te rendre, mettons, au Québec, ton compromis, c'est que tu vas t'intégrer, tu vas peut-être perdre un petit peu de tes coutumes que tu avais dans ton pays, mais c'est pour une perspective d'avoir une meilleure stabilité financière et un meilleur endroit pour devenir une personne encore plus épanouie. Si dans ton calcul à toi, tu te fais le compromis de dire, je veux garder ma culture, je veux vivre comme je vivais dans mon pays, je veux avoir les meilleurs euh, euh, au niveau stabilité économique, je veux tout. Je veux vraiment vivre de la même manière, je veux pas de compromis. C'est ma solution, c'est ma vision. Je vais aller dans un pays puis je vais vivre de la même manière. Ça fonctionne pas. C'est juste pas compatible. Il faut qu'il y ait des compromis qui soient faits. Puis le compromis ne doit pas être fait de la personne qui accueille, elle doit être fait par la personne qui va dans un nouvel endroit. Fait que c'est ma perspective à moi, puis je vois le, la perversion de la religion qui s'intègre dans tout, que ce soit dans les discussions, même la politique, c'est ça qui est spécial. Ici, on ne le voit pas. Tu sais, au niveau politique, la religion n'a aucun rapport, là, ou très, très peu. Là. Au Liban, les deux sont liés. La religion est dans la politique. Chaque parti politique est affilié à une religion. Puis tout ça, c'est tout dans un melting pot et tu peux même pas les séparer. Là.
Puis on voit que tout ça, ça divise tellement les sociétés. Tu peux être une méga personne, mais parce que tu es de telle origine, tu de telle confession, on va te discréditer. Puis c'est des affaires qui ne sont pas compatibles avec une vision plus occidentale, là, où c'est vraiment de manière individuelle ce que tu rapportes qui va être mis de l'avant et qui va être important. Et si on amenait ça de la culture, mettons, libanaise ici, ça ne fonctionnerait pas. Il faut que la personne fasse un compromis pour qu'on puisse fonctionner au Québec, là, puis en Occident généralement, là. OK, my God, il y a bien trop de choses que je veux parler. J'ai de la misère à me retenir. Euh, OK, il y a plusieurs choses en fait, mais j'aime ça fait deux fois en fait que tu abordes la question de l'intégration, puis je voudrais faire un petit flag là-dessus, juste parce que pour pas clarifier, mais pour en fait mettre de l'emphase sur ça, parce que je trouve que c'est super important la façon que tu en parles, puis c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup nulle part, en fait, de cette façon-là. Et parce que moi, tu sais, intégration, dans ma tête, moi, j'essaie toujours ici, là, si je t'amène dans mon petit monde, là, pour le fun, je t'ouvre la porte un peu. Là, tu sais, moi, je parle beaucoup de la méthode scientifique. Si moi, c'est mon agenda personnel, si j'essaie de faire de la propagande, c'est de dire que les gens devraient utiliser la méthode scientifique, mais je suis pas un défenseur de la science présentement en termes de la science Inc. C'est là que je te disais avant de commencer, j'étais quand même, mon Dieu, je ne sais pas si on aurait le temps, il y aurait des choses que je voulais te parler qui sont controversées, mais donc je suis un adepte de la méthode scientifique en termes de processus. euh, et selon moi, c'est la meilleure façon de travailler le monde. Tout peut être filtré, selon moi, par cette méthode-là. Dans la méthode puriste, je parle des fondamentales. Right, donc c'est ça. Donc, je suis en train de te parler en fait de l'aspect d'essayer de filtrer les choses par la méthode scientifique. Et donc, le terme intégré, en fait, tu sais, pour moi, est à double sens, en fait. Puis on entend parler dans les médias, tout ça, juste par un sens, tu sais. Surtout avec la CAQ, là, tu sais, on va les intégrer mieux, on va en prendre soin, etc. Donc, comme si toute la responsabilité de l'intégration devenait à la société d'accueil, tu sais. Alors que, tu sais, moi, je pense qu'évidemment, l'intégration, tu peux intégrer un tout. Tu sais, c'est juste normal, c'est un processus à double sens, tu sais. Si le tout veut te recevoir, mais que toi, tu ne décides pas t'intégrer, tu vas être juste en fait un mouton noir finalement dans un environnement. Il faut donc que l'immigrant ou l'immigrante fasse un processus pour s'intégrer. Et là, c'est la question des compromis dont tu parlais. Par contre, moi, je pense qu'il y a quand même des compromis à faire dans la société d'accueil aussi. Je pense que les deux doivent être faits, ne serait-ce que par avoir un processus clair, avoir certaines balises, tu sais, puis des endroits où est-ce qu'ils peuvent se diriger pour avoir l'information nécessaire et une transition là, tu sais, acceptable, évidemment. Mais je trouvais ça important, en fait, de remettre ça ici. Donc, tu sais, évidemment, tu vas dans ce sens-là aussi. Donc, tu sais, l'idée que d'intégrer, tu veux intégrer un tout, fait que c'est à toi de faire des pas, de prendre action aussi en tant qu'immigrant. Absolument. Tu sais, je le vois un peu comme si, mettons que je prends une partie de hockey, puis qu'il y a des règles du jeu, puis que moi, je décide d'aller jouer au hockey, puis une fois que j'arrive sur la glace, je suis comme, ah non, moi, je pense que pour marquer un but, il faut faire une pirouette avant de scorer. Ben, les règles du jeu sont déjà établies. Si tu t'en vas pour jouer au hockey, tu vas suivre les règles qui sont en jeu. C'est le même principe. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une identité qui est connue pour que les règles du jeu soient connues. C'est quoi être un Québécois? C'est important de répondre à cette question. Puis c'est important de le définir. Le PQ avec leur livre bleu, ça, c'est quand même intéressant. Mais il faut le définir pour que les règles du jeu soient établies à l'avance. Avant même qu'un immigrant puisse venir au Québec, il faut déterminer c'est quoi un Québécois. Puis qu'une fois que ça c'est déterminé, les règles du jeu soient claires et que si la personne qui veut venir s'installer au Québec ne suit pas les règles du jeu, mais c'est juste pas la bonne place là, où habiter. Absolument. On va parler de ça en terminant la question On va revenir en fait sur la question des Québécois, mais si je refais en fait donc intégration, immigration, Liban versus ta perception du changement, tu parlais de l'importance aussi des clashs entre les religions quand c'est imbriqué un peu dans la politique et l'aspect national des choses. Vois-tu de ton côté euh, une un conflit spécifique entre les religions par rapport à la quantité d'immigrants qui est venue. Donc, est-ce que, évidemment, tout le monde parle de l'islam, donc est-ce que pour toi, l'islam en Occident est problématique? Parce que je fais le lien avec ça parce que tu disais, tu parlais des valeurs occidentales et le capitalisme occidental tantôt, mais il y a tout un courant de pensée aussi, historiquement parlant, que l'Occident s'est basé aussi sur le christianisme. Donc, tu as le monde qui a été conquis par l'islam en Orient, par chez vous, là, tu sais, dans toute cette région-là, le nord d'Afrique, etc., et puis jusqu'en Turquie et tout.
Mais l'Occident et le christianisme s'est finalement retrait en Occident et l'Occident a été basé sur des valeurs principalement chrétiennes à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça, premièrement? C'est comme ça que tu le vois? Et de deux, est-ce que tu penses que cohabitation avec l'islam devrait et souhaitable en Occident ou c'est problématique et impossible à un certain niveau? Je sais pas. Mhm. Tu sais, quand je te parlais mettons, aux États-Unis, ils s'assument comme étant, ou c'est chrétien, ils s'assument comme ça, et qu'ici, on a décidé de faire le choix de s'assumer comme étant laïque. Il y a une certaine faiblesse. Ben, c'est juste le fait qu'on y allait au niveau laïque à Ben, tu sais, juste, 100%. c'est vrai, c'est important, excuse-moi, je te coupe la parole, mais ce sera pas long. Tu sais, les États-Unis, c'est One Nation Under God. Donc, Oui, c'est une nation sous Dieu. C'est pas ouvertement chrétien. Par contre, c'est ça qui a mené, mais même les fondateurs étaient dépassés un peu la chrétienté à un certain niveau. Ils voulaient oui, que ce soit universel. absolument. Mais la raison pourquoi je t'ai coupé un peu, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas du tout d'islam. Et Oui, il y a des gens qui retournent dans les livres de Jefferson puis tout ça, puis qui sont comme, OK, non, non, mais eux autres, ils ont été témoins du problème islamique après la déclaration de l'indépendance, dans les guerres avec la barbarie. Et puis, là, ils ont fait, mais c'était pas, à la base, il n'y avait pas le conflit entre les différentes religions. Donc, c'était ouais, One Nation Under God, mais ça incluait, dans le fond, toutes les différentes variétés de christianisme, si on veut. absolument. Ouais. Le point que je voulais faire, c'est qu'au Ouais. Québec, on a fait le choix d'être laïque, mais pas laïque avec héritage catholique. Et le fait si on est laïque, on doit être laïque jusqu'au bout, là, tu sais, il ne peut pas y avoir de signes ostentatoires, même si ça fait partie du patrimoine. C'est soit on est laïque ou on ne l'est pas. Puis je comprends le principe de vouloir garder son héritage culturel catholique, là, tu sais, de maintenir ces symboles-là, mais pour rester cohérent et rester constant avec la laïcité, c'est difficile de le justifier. Donc, toi, tu Euh, dis que présentement, ils l'ont pas fait au complet par rapport à l'histoire catholique? Parce qu'en ben, il y fait, a encore il y a on encore pourrait ça. dire qu'ils ont enlevé, en fait, le crucifix de l'Assemblée nationale. Oui, oui, ben, tu sais, il y a encore des symboles, mettons, sur le Mont-Royal, il y a le crucifix qui est encore présent. Euh, moi, Toi, mettons, personnellement, tu irais, si tu disais on est laïc, tu irais jusqu'à enlever ça ben, dans si on l'espace est public? laïque, c'est ça. Tu sais, si on avait dit au Québec, c'est pour ça que pour moi, c'est important de définir c'est quoi être un Québécois. Ouais. Si c'est un Québécois, on dit le Québécois a un héritage catholique, chrétien, et que c'est ça qui définit un Québécois, fine. Et qu'on mette aussi que la laïcité, c'est ça qui aujourd'hui fait partie de nous, c'est fair. Mais c'est pour ça qu'il faut définir les choses. Si on dit avec la loi 21, on est un État laïque, mais qu'on garde certains symboles religieux sur le territoire, sur l'espace public, Sans que ce euh, soit clair, en fait, exact. de C'est pour qu'est-ce ça. que ces symboles-là représentent, si on veut. Exactement. Ouais. Exactement. Fait il faut clarifier le tout, il faut définir. Si on se dit qu'on est laïque, on y va jusqu'au bout. Si on dit qu'on est laïque avec un patrimoine religieux catholique et qu'on considère que différents symboles, il faudrait les nommer, là, les symboles qui sont déjà présents et qu'on veut garder, je pense que c'est important de le faire et que ça reste comme étant du patrimoine culturel au final. Est-ce que c'est quelque chose que toi ou tes parents même, penses-tu que c'est quelque chose qui les aurait freinés? Ah ben non, c'est vrai, c'est des chrétiens, c'était pas des musulmans en fait. Donc si, mettons, le Québec se disait, on parle un peu d'un concept d'un peu d'une catho-laïcité, si on veut, là. Donc on Exact. est laïque, mais à culture catholique, d'héritage. Et donc, exemple, dans le Québec, si, mettons, on était un État, mais tu sais, même provincial, si on avait les pouvoirs, là, je connais pas tous les détails là-dessus. Non, publiquement, on a telle fête. Les fêtes, c'est des fêtes traditionnelles catholiques dans notre calendrier, dans nos congés fériés, etc. On a tel héritage, tel symbole qui sont de notre histoire, mais au niveau gouvernemental, c'est 100% laïque, donc il n'y aura pas d'implication du clergé dans les décisions politiques, etc. Et dans votre monde privé, vous êtes bienvenu pour faire toutes les religions que vous voulez, etc. Donc ça, toi, tu serais à l'aise avec quelque chose comme ça? Absolument. Parce que on met les règles dans. Parce que On met présentement, c'est pas du tout ça, là. Tu sais, en fait, il y a un Exactement. flou qui est C'est intolérable ça. C'est ça. Puis et je peux qui... concevoir que, tu sais, dans l'argumentaire de ceux qui sont contre la loi 21, c'est un peu ça qui rapporte. Ben, on fête Noël, on fête Pâques, etc. Ben, elle est où la laïcité là-dedans? Ouais. Mais c'est pour ça que là, les règles du jeu sont pas claires. C'est pour ça que c'est important pour moi de déterminer les règles du jeu le plus vite possible. Pour qu'une fois que les règles sont établies, ben, c'est ça. Si tu n'es pas content, ben, il va falloir que tu fasses avec ou tu vas devoir aller ailleurs. C'est un peu cette perspective-là. Puis ceux qui veulent venir aussi, qui puissent connaître les règles
dès le départ là, aussi. Exactement. Tu sais, si tu arrives puis tu sais que tu t'en viens au Québec, premièrement, et non pas au Canada, dans un environnement français, ça c'est l'autre sujet, puis que ça dit, ben ici, ça va être, c'est un endroit qui est catho, exemple, là, tu sais, catho-laïque, donc ça ne sera jamais, en tout cas, à moins que vous nous fassiez la guerre, ça ne sera jamais une société islamique, là, tu sais, ou Mhm. même hindouiste, évidemment. Mais tu sais, on s'entend que l'hindouisme et le bouddhisme et les janistes ne sont pas ceux qui font brasser les choses présentement, c'est principalement l'islam qui clash avec le christianisme là, tu sais, partout en Occident, là, au niveau religieux, là, je parle, là, on ne peut pas se le cacher. Fait que c'est clair, ça clarifierait les choses. Donc, je trouve ça intéressant que tu t'apportes ça, parce que c'est quelque chose, en fait, qui pour moi fait tellement de sens et qui serait la base. Et j'aime, tu sais, c'est ton esprit, je pense, un peu ingéniériste, de maximisation de l'efficacité et de la performance, de, tu sais, si tout est clair d'avance, tu minimises les conflits par la suite. Et je pense qu'on manque beaucoup. Puis ça, pour moi, tu vois, je fais le lien avec ce que je te disais tantôt, l'idée d'avoir une approche plus de méthodologie scientifique, même au niveau politique et de la gestion. Ce qui avant était le cas, justement, si on fait le lien avec les États-Unis, tu sais, des gens comme Benjamin Franklin, c'était un scientifique et un politologue et un sociologue et un philosophe et un naturaliste en même temps, mais c'est ces gens-là qui ont créé les bases des sociétés occidentales, donc du plus grand empire finalement ou de la plus grande société américaine qu'on connaît. Tu sais. Fait que les gens disent de plus en plus qu'il faut garder les choses séparées, mais des fois, il faut mettre les choses ensemble aussi pour voir qu'il y a des liens entre ces choses-là. Écoute, on va arriver vers une fin tranquillement, mais je veux qu'on parle du terme québécois de souche. Juste en ton impression rapide, parce que on a parlé beaucoup de qu'est-ce que c'est un Québécois, une Québécoise. Quand en tant que Québécois de souche, c'est quoi pour toi? Parce que dans l'entrevue avec tout le monde le fait, les guillemets dits de souche, etc. Ça te dit quoi, toi? C'est une bonne question. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui est là depuis plusieurs générations, là, un peu la définition que tu avais proposée, là, mais ça doit être quelqu'un qui est là depuis. J'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est là, où ses ancêtres étaient là depuis que les colons sont arrivés, là, ou du moins dans cette perspective-là, ce serait pour moi un Québécois de souche. Après, on pourrait déterminer c'est à quel moment que, tu sais, mettons que tu es là depuis 10 générations, théoriquement, tu pas loin d'être de souche, là, tu sais. Fait que pour moi, je sais pas, ça pourrait, c'est difficile pour moi à définir, mais je pense que ça pourrait se définir, mais j'ai pas vraiment réfléchi à la question, là, pour te donner une réponse qui va être coulée dans le béton, là. Non, non, c'est Mais tu cool. sais, je pense que tu peux percevoir que c'est quelqu'un qui est là depuis un bout, là. Ben, c'est parce que tu es allé directement où est-ce que ça mène naturellement la notion. Donc, tu sais, la souche, Oui, et bon, c'est l'origine, right? C'est l'endroit où les oui, racines se prennent. Donc, quand un pays se crée, si le pays c'est un arbre, la souche, c'est à la naissance du pays. Et donc, les branches, après ça, c'est les gens qui se joignent, les immigrants, etc. Mais la base, la souche, c'est les nations. Mais là, l'affaire, puis c'est là que je t'amène sur la fin qui serait le fun d'élaborer, mais c'est qu'il y a une connotation, puis tu l'as dit toi-même, ethnique. Donc, les ancêtres, ça veut dire que c'est génétique, c'est ethnique. Il y a une question de groupe, finalement, génétiquement homo- homogène à un certain niveau. Euh, Est-ce que pour toi, cette notion-là, comment tu la vois, en fait? Parce que il y a tout ce pan-là, en fait, de toute cette conversation-là, dont c'est difficile d'aborder, puis tu sais, ça m'a pris du temps avant d'arriver là aussi, mais tu sais, les Québécois, en fait, la nationalité canadienne, française et les Autochtones, selon les gens qui réfléchissent à ça beaucoup, c'est un peu les peuples de souche du Québec. Donc, tu as les Premières Nations qui sont la souche de la mer, de la terre, puis tu as les Canadiens français qui sont la souche, si on veut, de la construction, et donc l'aspect plus masculin, peut-être du féminin masculin du Québec. Donc, c'est les peuples qui ont enraciné le Québec, ça s'appelait le Canada français à l'époque, là, tu sais. Mais c'est ethnique quand même. Mais dans la définition de Québécois qu'on a depuis le début, il n'y avait pas l'aspect ethnique. Et les Canadiens français, donc cette souche-là dont tu parles, qui remonte aux colons, dont, mettons, moi, tu sais, mes ancêtres remontent à loin je pense, de mes quatre branches, là, tu sais, si on veut des deux côtés, là, tu sais, jusqu'aux années 1600. Là, tu sais. Euh, donc, comment tu vois ça par rapport à ton désir de laïcité, l'aspect qu'il y a une réalité ethnique, mais que, exemple, dans la Constitution qui a été proposée en 99, etc., et le projet de Constitution avorté de la CAQ, on parle des ethnies autochtones, on parle des ethnies immigrantes en termes ethniques, et le reste, on parle du Québec et des Québécois. Mais il n'y a jamais aucune mention de l'ethnie canadienne-française, cette ethnie-là ici. Et donc ça, pour les gens qui défendent ce point de vue-là, je ne te dis pas que je suis un combattant militant de ça, mais il y a un conflit, puis il y a une problématique, et il y a un manque historique ici à combler.
Parce que dans le fond, c'est nous qui avons bâti le Québec, nos ancêtres, etc. Mais on n'existe pas nulle part, alors que les autres ethnies sont reconnues comme étant des ethnies. Il y a 11 ethnies de sang autochtones avec leur langue, etc., officiellement reconnues. Fait que je te lance quand même une boule. Évidemment, élabore pas trop, Ouais, mais ton ouais, impression ouais. par rapport à ça, et est-ce que tu verrais un problème, un affront, si dans une législature officielle, il y avait la reconnaissance que l'ethnie canadienne-française existe sur le territoire et c'est sa place, et même il pourrait y avoir un appel canadien-français à ceux qui nous ont quittés et qui se cherchent un foyer français, exemple. Parce que c'est controversé, parce que ça fait le pas avec les ethno-nationalistes de l'autre côté, des Alexandre Cormier-Denis, tout ça. Mais moi, je suis comme un peu dans une place, une case au milieu, là, si on veut, ici. Fait que Ouais. qu'est-ce que tu dis de tout ça, Fred? C'est pas quelque chose auquel moi j'ai réfléchi personnellement, étant donné que je suis pas québécois de souche, là, tu sais, au niveau de mon identité, elle s'est pas formée en lien avec l'aspect souche du terme. Euh, mais c'est beaucoup à décortiquer en peu de mots, mais à première vue, sans que ce soit coulé dans le béton, je verrais pas ce serait quoi le problème, là. Parce que même au contraire, à un certain point, ça te permettrait de définir un peu plus c'est quoi un Québécois, puis c'est quoi les origines et qu'est-ce qui, d'où ils viennent en fait. Et ça permettrait un peu de rallier l'histoire au peuple québécois plus dit de souche, là. Euh, je ne verrais pas en quoi ce serait une mauvaise chose. Au premier abord, euh, il il y aurait peut-être, il pourrait y avoir des dérives là, plus ultranationalistes là, qui pourraient en découler, probablement, là, peut-être. Mais tu sais, je pense que pour la majorité des Québécois dits de souche, j'aurais pas de problème à ce qu'ils aient une ethnie à proprement dit, là. C'est cool, en fait, c'est intéressant. Tu sais, j'étais curieux de voir un peu comment tu allais réagir puis emmagasiner ça par rapport à tout ce que j'ai appris de toi dans les dernières semaines et puis tes prises de parole et tes autres positions par rapport aussi à l'aspect où est-ce qu'on essaye de s'éloigner parce qu'on ne veut pas, on veut pas ramener la race. Donc, tu sais, c'est le penchant avec l'aspect gauchiste là, tu sais, dont on n'a pas eu le temps de parler parce qu'on a parlé plus d'économie au début, tout ça, mais tu sais, l'aspect que tout est ramené à l'identité puis à l'aspect racial, tu sais, puis c'est un problème, c'est un problème. Tu sais, moi, je suis loin de ça puis je pense qu'on se rejoint là-dessus. Par contre, moi, là où ce que je prends la perspective plus loin, si on veut, de reculer dans le temps puis de voir une perspective du dernier siècle, c'est je pense qu'on a oublié aussi d'où ça vient l'universalisme. Et puis l'universalisme, puis là, je n'ouvre pas un sujet, on va fermer là-dessus, c'est aussi l'idée de dire, non, non, mais la réalité de la diversité biologique existe. Et ce qu'on veut, c'est qu'en tant qu'humain, on veut transcender ça de par le Enlightenment ou l'ère des Lumières et tout ça, c'est qu'on veut dépasser en fait notre biologie et nos races et nos ethnies parce qu'on est capable d'aller plus loin que ça dans l'union universelle. Mais c'est pas de dire que ça n'existe pas non plus ou de se ramener à ça comme aujourd'hui la gauche fait à ce niveau-là. Fait que sans considérer que cette réalité-là, je pense que ça peut aussi amener des problèmes d'effacement ou de manque en fait de relation avec son histoire et donc là avec sa culture et avec sa conservation traditionnelle historique, tu sais. Donc il y a un aspect de ramener ça aussi, je pense, qui est bon pour l'aspect conservateur des choses à un certain niveau. Fait que je te lance des petites grenades comme ça. On va terminer là-dessus, mon cher. Ouais. Un immense merci, c'était vraiment cool. J'apprécie ton temps énormément. Je sais que tu es un gars super occupé et j'espère que ce n'est que le début, que tu vas pouvoir poursuivre en fait ton ascension dans le monde des sphères autant professionnelles que, qui sait, peut-être publiques un jour. On verra, cher Fred Anna. En terminant, rappelle aux gens ton podcast, s'il y a d'autres, les meilleurs endroits pour te suivre en ligne. Et encore une fois, avant que tu le fasses, je veux dire aux gens, j'ai écouté plusieurs épisodes, j'ai adoré ça. C'est relax, c'est cool, c'est du monde ordinaire qui apporte leur point de vue vraiment intéressant et ils sont pas pareils, donc ça amène un beau clash. Fait que je veux vraiment encourager les gens à s'abonner puis à te suivre. Fait que où est-ce qu'on fait ça, Fred? Ouais, fait que, on peut me suivre là, sur les réseaux sociaux. Il y a ma page, il y a la page du podcast, donc c'est podcast.éléphant, où vous pouvez voir vraiment des reels où on parle un petit peu de nos sujets là, dont on a parlé sur le podcast. Puis le podcast L'éléphant dans la pièce peut aussi être écouté là, sur les différentes plateformes comme Spotify, Apple Podcast également et YouTube. Mais sinon sur ma page personnelle aussi, FH Immobilier. C'est là où je poste un peu de contenu éducatif là, sur les finances et l'immobilier. Puis aussi, je partage là, quelques extraits aussi de mes passages en entrevue là, de manière plus formelle là, quand j'en fais. Nice. On va mettre ça dans les commentaires épinglés, tout le monde, et dans les descriptions, bien sûr. Fait que je vous encourage à faire ça. Question toc au carré, tu as moins de 10 secondes pour répondre en terminant. C'est quoi le plus gros éléphant dans la pièce présentement au Québec, Fred? Je pense que c'est les cultures incompatibles.
Ouf! All right, j'espère que vous allez en parler sur votre podcast. Les gens pourront aller suivre tes réflexions là-dessus. À toi et Camille, merci beaucoup. Frédéric, Ciao. tout le Ciao, monde, Gab, merci beaucoup. j'espère que vous avez apprécié le show aujourd'hui avec Frédéric Anna. C'était vraiment un excellent épisode ça a pris 1 mois et demi avant qu'on puisse le faire. Extrêmement heureux d'avoir pu vous apporter ça. Et bien sûr, avec tout ça, je pense qu'on a fait un wrap-up sur le podcast. Bien sûr, on arrête, c'est l'objectif. Tout le monde, merci d'avoir été là et au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Salut Frédéric, encore merci. Ciao.